Je me suis toujours posé la question, pourquoi il y en a certains qui roulent dans une voiture normale, on va dire, et d'autres, tu vois passer en Ferrari, en Porsche et compagnie. Toujours demander ce qui faisait la différence entre ces personnes-là. Tu as vraiment envie de faire un truc, c'est même pas une forme de travail, tu vois? C'est-à-dire que si j'ai le choix entre la plage et mon travail ou mon business, si j'adore vraiment mon business, c'est tellement sympa que je vais préférer ça à la plage, tu vois? En soi, cette expatriation, d'après ce que tu dis, ça peut être un espèce de facteur qui permet de valider ou non que tu as vraiment choisi le bon truc. On a justement qu'une vie, qu'elle est quand même déjà assez courte comme ça. J'ai jamais compris et jamais trouvé le sens dans 8 heures, 17 heures dans un boulot, sachant et en ayant observé que la majorité des gens ne se plaisent pas dans ce modèle-là, mais le font quand même et se lèvent, n'ont pas envie de se lever. On s'est fait scammer 1 an et demi plus tard. En fait, ça reposait sur pas grand-chose. On volait plusieurs milliards. C'est passé vraiment dans les médias. 3 millions de clients lésés dans le monde entier. Ça a été vraiment une grosse affaire. Ce mythe que effectivement faut travailler 15 heures par jour, faut être hyper productif et tout, et finalement que c'était pas du tout la vraie version de l'entrepreneur qui est le chef d'entreprise, qui justement a délégué l'opérationnel et s'en sort. Ça, effectivement, c'est un travail pour moi de freelance. C'est à nouveau être salarié d'une certaine forme. Donc, j'ai capté que j'étais quand même prisonnier de mon business. Rin, pour ceux qui te connaissent pas, voici une courte description de ton profil. Donc, tu es le fondateur d'une agence chargée d'aider des infopreneurs, coachs, consultants à développer leur écosystème, leurs équipes et leurs structures. Tu vis à Bali depuis plusieurs années maintenant et tu documentes ton évolution entrepreneuriale, tes réussites, tes échecs, tes process, tes réalisations, en somme, ton quotidien. Et même si dans ce podcast, c'est évidemment des sujets sur lesquels on va passer, on va traverser, j'aimerais peut-être commencer par découvrir une autre facette de toi, un peu moins visible, un peu moins connue, un peu moins montrée. Tu parles énormément de sujets qui tournent autour du business et de la croissance personnelle. Et en préparant ce podcast, tu expliquais pas forcément avoir vécu d'expérience fondatrice précise, mais plutôt une soif de réussir très jeune. Est-ce que voilà, ma première question pour commencer, c'est d'où est-ce que cette passion, presque cette obsession pour ce monde-là, d'où est-ce qu'elle vient? Euh, Pourquoi est-ce que ce monde-là, il te passionne autant? Ouais, c'est vrai que ça m'est venu assez jeune. Maintenant, je saurais pas forcément dire, tu vois, si il y a eu un déclic particulier, si j'avais toujours eu cette envie, on va dire, de réussir à travers l'entrepreneuriat ou avoir eu du coup une vie, différente de la majorité. Mais, je me souviens en tout cas un peu, sur les années, on va dire collège-lycée où, quand on commence à se poser des questions de, il va falloir choisir un métier, donc, tu vas devoir choisir ce que tu veux faire. Je sais qu'au lycée, je sais plus ce que c'est, il faut, commencer à postuler dans différentes écoles potentielles et compagnie. Moi, je savais pas forcément trop et c'est vrai que je me suis toujours posé la question, venant d'une famille, assez modeste et compagnie, de pourquoi il y en a certains qui roulent, dans une voiture, normale, on va dire, et d'autres, tu vois passer en Ferrari, en Porsche et compagnie. Je me suis toujours demandé, ce qui faisait la différence entre ces personnes-là et qu'est-ce qu'elles avaient fait justement de différent? Donc je pense que j'ai eu d'abord de la curiosité comme ça assez active qui, derrière s'est noué de plus en plus en obsession au fur et à mesure que, j'ai commencé à comprendre des choses qui n'étaient pas pratiquées dans la famille, notamment l'investissement, justement, l'entrepreneuriat et donc derrière, on va dire une sorte de passion est née là-dessus et un vrai cap de vie, effectivement, sur ces dernières années, ouais. Ce que tu m'expliques, c'est que du coup, dans un premier temps, la curiosité, elle est née du fait qu'il y avait des différences de réussite purement financière, dans un premier temps, en tout cas d'apparence. Heu, Comment est-ce que ça s'est nourri ensuite de plus de sens pour toi? Dans le sens où, effectivement cette obsession-là, elle est née après, et au début, c'était plus de la curiosité. Où est-ce que tu as trouvé du sens dans, justement cette quête d'être différent, d'avoir une vie différente, d'être plus libre? Comment est-ce que ça s'est nourri au fur et à mesure? Bah, ça a permis d'articuler un peu derrière mon justement, oui, le sens à ma vie, ce que je veux faire un peu dans et ce que je veux développer. Parce que c'est vrai qu'au début, au final, je suis parti sur un cursus, assez classique. J'aimais beaucoup le sport et donc je suis parti plutôt dans le côté, coach sportif. J'ai passé mon BPGEPS, j'ai commencé à coacher. Mais donc c'était quand même un rôle,
mi-salarié, mi-indépendant, pour, avoir du coaching un peu, particulier, à côté. Et en fait, je me formais déjà beaucoup. Pour moi, c'était l'immobilier qui allait me permettre d'avoir un moteur de liberté, voilà, avoir des rendements passifs. Et je voyais vraiment derrière, la «richesse» entre guillemets et le fait d'avoir une meilleure vie, par, l'investissement immobilier dans les débuts. Et je me suis pas mal formé sur la fiscalité immobilière, sur, les investissements locatifs et compagnie. Et voilà, c'est là où ça a donné un sens, on va dire. Je me suis vraiment conforté dans l'idée de j'ai un travail qui m'assure un revenu, mais je mets de côté. Et puis justement, tout le surplus que je peux avoir, je le porte derrière sur un projet, d'investissement. C'est en tout cas comme ça que ça a commencé et c'était vraiment dans l'optique d'aller, construire une forme de patrimoine immobilier et cetera. Donc ça a donné du sens pour moi parce que j'avais cette volonté, non pas de faire carrière dans un métier, mais d'avoir cette notion de liberté et de richesse. Et pour moi, elle allait passer par, au final, ce parcours-là, même si au final, les choses se sont faites, complètement différents. Il y a un 1er mot qui est ressorti deux trois fois dans ce que tu m'expliques, c'est le mot liberté. Ouais. Et je pense que ça va être un sujet assez pertinent te concernant, puisque comme je le disais en intro, tu vis aujourd'hui à Bali, tu t'es expatrié, depuis plusieurs années. Pourquoi est-ce que c'est important cette, notion de liberté pour toi? C'est important parce que je pense que bah, tu vois, on a justement qu'une vie, qu'elle est quand même déjà assez courte comme ça. Et j'ai jamais compris et jamais trouvé le sens dans le fait de faire des 8 heures, 17 heures, dans un boulot, sachant et en ayant observé que la majorité des gens ne se plaisent pas dans ce modèle-là, mais le font quand même et se lèvent, n'ont pas envie de se lever, sont, dégoûtés que c'est le dimanche soir et qu'il faut reprendre le travail le lundi. Et j'ai observé ça, je l'ai vécu moi-même, même si j'ai essayé d'aller dans une, pratique déjà, une discipline qui me plaisait, notamment le coaching sportif avec du relationnel, être en salle de sport, c'était déjà différent. Mais j'ai quand même vécu la même chose. Et donc pour moi, ouais, ça a été toujours un moteur de me dire: «Je veux en fait faire un peu ce que je veux de mes journées», avoir cette notion de liberté, aussi géographique. Je veux pouvoir être libre de mes choix et si demain, j'ai envie, d'être à Bali ou finalement, aller en Californie ou finalement aller en Nouvelle-Zélande, j'ai envie de pouvoir le faire quand je veux. Et c'est ça la notion de kiff pour moi, c'est de pouvoir me lever le matin et me dire: «Bah, là, voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire du jet ski ou j'ai envie d'aller faire ci, faire ça». Et c'est là pour moi que je profite réellement et que je ressens cette notion de liberté et ce fait de vraiment profiter de la vie, non pas en voulant, voilà, beh, je vais poser des congés dans 4 mois et j'espère qu'on va, m'autoriser à les avoir. Enfin, pour moi, c'était inconcevable. OK. Hem, c'est hyper pertinent et effectivement, il y a énormément de gens qui se, complaisent dans une forme de sécurité qui finalement leur convient pas tant que ça. Et puis justement, toi, tu as fait ce choix-là très tôt, en prenant conscience de ça. Hem, heu, Ça a été quoi le parcours suite au coaching sportif? Tu m'as dit que tu avais fait de l'immobilier. Hem, Comment est-ce que tu en es arrivé aujourd'hui à justement te sentir dans cette forme de liberté? Ça a été quoi un peu le chemin pour quelqu'un qui justement, n'aurait pas du tout ce chemin-là jusqu'à présent? Hem, voilà, c'est quoi le tien? Ouais, moi, c'est, le premier moment charnière, ça a été le covid, du coup. Mmh. Comme beaucoup de gens, je pense que ça a changé un peu, ça a rebattu les cartes, de la vie de pas mal de monde. Et donc moi, j'étais justement, au Maroc, à Casablanca, en train de coacher, parce que j'avais eu une opportunité d'aller coacher après mon BPGEPS, au Maroc, dans un gros complexe sportif, un des plus grands d'Afrique. Donc c'était sympa, j'étais logé juste à côté de la salle. J'avais un cadre de vie quand même assez sympa, mais je gagnais, voilà, un petit SMIC à l'époque, français, qui me donnait du coup du pouvoir d'achat au Maroc. Mais c'était loin d'être exceptionnel et j'essayais de mettre de côté avec ça. Et donc voilà, les mois passaient, mais au final 7 mois plus tard, 2020, voilà, début 2020, premier confinement. Et bah, du coup, rapatriement au bout de quelques mois parce qu'on voit, voilà, c'était vraiment le premier confinement, c'était assez, intense. Enfermé pendant plusieurs mois, les salles fermées, au Maroc, en plus, ça rigolait pas. Il y avait l'armée dans les rues, le soir, couvre-feu et compagnie. Et donc finalement, on a réussi à être rapatrié avec un ami, qui était là-bas aussi. Par le Quai d'Orsay et tout, c'était un bordel pour se faire rapatrier.
Et au final, on est rentré et ça a duré 1 an et demi avant que je puisse repartir au Maroc, parce que les frontières restaient fermées très longtemps. Le deuxième confinement, machin, tout a très vraiment duré. Et moi, je suis rentré avec une petite valise cabine. Je pensais que ça allait durer un mois, cette histoire. En fait, c'est là où je me suis retrouvé, un peu coincé, où je pouvais pas, je voulais pas relancer de coaching parce qu'à tout moment, ça réouvrait et je repartais, mais ça n'arrivait jamais, ça ne faisait que durer. Donc à un moment donné, j'ai commencé à prendre des petits boulots. J'ai fait de l'intérim, de la plomberie, plein de petits boulots à la con, du rayonnage à Jiffy, de l'inventaire à Intersport. J'ai fait tout ce qu'on me proposait un ami un jour m'a appelé et m'a parlé d'une opportunité qui était au final du marketing de réseau. C'est comme ça que j'ai découvert, on va dire, ça a été ma première expérience entrepreneuriale. Où, c'est du placement financier, où du coup tout de suite moi ça m'a parlé en termes de rendement passif, soi-disant, il y avait c'était tradé, et cetera. Je dis soi-disant parce que, je tease la fin, mais, on s'est fait scammer, 1 an et demi plus tard. La boîte a été très, 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 maligne d'un point de vue marketing et cetera pour, noyer le poisson, mais en fait ça reposait sur pas grand chose et ils ont duré 4 5 ans comme ça. Ils ont volé plusieurs milliards. C'est passé vraiment dans les médias. 3 000 000 de clients lésés dans le monde entier. Ça a été vraiment une grosse affaire. Mais, moi, je suis tombé du coup dedans. J'ai investi, c'était une boîte qui était basée à Dubaï. Je suis parti à Dubaï pour aller, notamment, voir les bureaux, visiter les bureaux et tout ça. Donc j'ai vraiment fait la démarche avant de mettre mon argent, tout ce que j'avais pu économiser au Maroc, moi j'ai quasiment tout mis à ce moment-là parce que, j'y croyais j'ai, investi et il y avait cette notion derrière de, développer la partie apporteur d'affaires, marketing de réseau. C'est vrai que moi les rendements, ils étaient là, j'avais testé un retrait, ça marchait et compagnie. J'ai laissé les mois passer et j'en ai parlé de plus en plus activement autour de moi et j'ai décidé d'en faire une carrière quand je voyais que, je repartais pas au Maroc, ça me faisait chier de faire de l'intérim en fait, j'ai développé, vraiment sérieusement la chose et c'est vrai que ça a été une belle réussite entrepreneuriale parce que j'ai monté un beau réseau en 1 an et demi de plus de 1 000 personnes, un peu à l'international. Je commençais à me déplacer, un peu partout. J'ai passé le cap des 10 000 € par mois ouais, ça a vraiment bien tourné. Ça a été, pour moi la première fois où, je sortais vraiment d'une situation, on va dire, classique, financière donc derrière, voilà, ça en est découlé, différents enjeux, différents échecs, différents challenges, comme un peu tout entrepreneur. Moi, ça a été assez violent plusieurs fois. C'est ce qui fait mon parcours. Mais, au final, ça a été vraiment le déclencheur où j'ai vu que c'était possible, où je le vivais moi-même. J'ai fait des revenus. J'avais des amis qui, avaient fait des millions avec cette, entreprise-là derrière, ça n'a fait que nourrir, en fait, hein, une fois que tout était retombé, scammé, 6 mois, d'attente, où ils nous font espérer que ça va réouvrir et cetera. Moi, je suis sur mes économies, je vends ma voiture, plein de choses, parce que j'avais aussi aligné un peu mon niveau de vie à ce que je gagnais au final, derrière ça a été né en moi, le fait de, plus jamais en fait, dans tous les cas, c'est mort. Je vais pas revenir à un niveau, parce que quand ça s'est écroulé, je suis reparti, chauffeur-livreur, je faisais 900 € par mois, on était en appart en plein Biarritz, j'étais à perte, derrière ça a été un vrai feu de vouloir me refaire, mais du coup de manière, cette fois-ci, on va dire alignée et puis avec, un vrai business solide dont je ne dépends pas, dont je ne dépends de personne parce que, j'en avais fait les frais de me reposer sur une entreprise du coup ou développer, l'affaire de quelqu'un d'autre à ce moment-là. C'est hyper intéressant parce que pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce que tu dis, dans cette expérience-là. Tu parlais d'un scam à plusieurs millions de personnes et il n'y en a pas qu'un de scam, il y en a des milliers. Ouais, Heu tous les jours. et évidemment, il n'y a pas que ça et c'est hyper important de justement pas faire l'amalgame dans tout ce qui peut exister en ligne, et cetera. Mais c'est vrai que c'est pertinent. Hem, Est-ce que justement cette expérience-là, on parlera après de ce que tu fais, aujourd'hui. Est-ce que cette expérience-là, elle t'a aussi, fait comprendre le genre d'entrepreneuriat que tu voulais faire ou que tu voulais aider, parce qu'aujourd'hui tu travailles en B2B principalement. Est-ce que ça t'a aussi donné envie de plutôt travailler avec des gens justement qui étaient dans la même mentalité que toi, dans la même, volonté de justement d'apporter une vraie valeur, une vraie plus-value dans la société? Est-ce que ça a drivé du coup la suite? Ouais, mais ça se fait assez naturellement par, plutôt l'état d'esprit que j'ai Ouais. développé, et surtout, le marketing de réseau, c'est une super école, mais c'est justement clairement le type de milieu où
tu es toujours en train d'essayer de tirer les autres et les faire adhérer à ta vision. Il y a des gens Ouais. qui, du coup, ne l'ont pas forcément de base. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on le dit souvent, tout le monde n'est pas fait pour entrepreneur, tout le monde n'a pas forcément cette vocation-là. Tout le monde ne sent pas ce feu intérieur de vouloir faire les choses différemment, et certains, ça leur va très bien, un style de vie plus classique et limite, ils ont presque plus raison, parce que ça leur enlève beaucoup d'emmerdes, beaucoup de stress, beaucoup de charge mentale et j'envie ces gens-là quand ils rentrent à 17 heures et qu'ils ont plus rien à penser. Moi, c'était pas le cas et c'est vrai que le marketing de réseau, c'est vraiment beaucoup aller tirer comme ça les gens et je me suis quand même fatigué pendant 1 an et demi, même si ça a bien fonctionné et que du coup, dans le lot et dans le tri, il y a des personnes comme nous et c'est avec eux que derrière qu'on bosse, qu'on développe et qu'on vit une belle aventure. Mais donc ouais, derrière, j'ai assez naturellement, on va dire, j'avais pas l'énergie de repartir, entre guillemets «de zéro» et d'aller encore une fois convertir à nouveau des amis à ma vision et tout. Donc ça a été, plus une recherche d'aller, chercher des personnes qui étaient déjà comme moi et notamment à travers, le voyage, l'expatriation et c'est pour ça que je suis effectivement aujourd'hui sur Bali et très content d'y être parce qu'il y a énormément de gens comme moi ici. J'ai fait les plus belles rencontres de ma vie. Chaque personne qui est là, elle a décidé d'être là, elle s'est donné les moyens d'être là. Et pour moi, ça change tout, par rapport, on va dire, à l'ambiance un peu, courante, en France, dans la plupart des villes, quoi. Je vais rebondir là-dessus. Tu parles justement de l'ambiance en France. Moi, j'y vis aujourd'hui. C'est quoi ton avis sincère sur, l'ambiance en France, justement, actuellement? Bah, je sens, effectivement, bon, là, on est vraiment dans une période très particulière, où, il y a, énormément de frustration, ambiante. Les gens ne sont pas heureux, les gens se sentent pas bien et parce qu'ils ont pas de pouvoir d'achat, parce que, voilà, c'est une vraie crise qu'on est en train de vivre, en ce moment. Et ça se ressent, clairement, voilà, dans l'énergie ambiante. Mais en fait, ce que moi j'ai du mal avec, moi j'ai toujours eu vraiment depuis des années du mal avec la France parce que je trouve que les gens se sentent pas bien, mais se trouvent toujours des excuses, malheureusement, pour ne pas, changer les choses. Et moi, il y a une phrase qui est hyper importante pour moi. Je dis toujours, qu'il faut toujours prendre 100 de la responsabilité. Et le problème en France, c'est que les gens, ne le font pas ça, prendre 100 de la responsabilité. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute de la politique, c'est toujours la faute de leur patron et moi, c'est un truc où je me tire les cheveux et voilà, j'arrive pas à supporter, ce type de mentalité. Donc c'est une ambiance qui me pèse parce que je sens que les gens sont pas bien, sont pas heureux et pour autant, je vois qu'ils font rien pour le changer à part juste râler toute la journée sur le fait que leur situation n'est pas top, mais ils se donnent pas les moyens de la changer et ça, c'est quelque chose qui m'a bouffé pendant un moment. C'est intéressant. Est-ce que tu penses que, justement, cette frustration-là, au-delà de la situation actuelle, est-ce que c'est très français? Parce que, tu vois, la crise, elle est pas uniquement en France, elle est un peu partout. Est-ce que c'est très français ou est-ce que c'est très humain? Ouais, je sais pas parce que je connais pas assez bien, d'autres cultures et je discute pas assez avec, des personnes à l'international pour voir comment ça se passe, chez eux et autres. Moi, j'ai l'exemple, voilà, de mon pays, la France. Même à Bali, c'est vite fait d'être, beaucoup entre Français. Il y a beaucoup de Français et compagnie donc Mmh. c'est un travail que j'essaie de faire, d'aller, vraiment, développer encore plus, mon anglais et vraiment mélanger un maximum les cultures. Mais c'est vrai que du coup, voilà, je sais pas, forcément comment ça se passe en détail. Ce qui est sûr et on le voit niveau statistique de toute façon qui sont remontées, la France est pas en très bonne position sur tous les points de toute manière, que ce soit, sécurité du pays, fiscalité, et donc tous ces classements, déjà au niveau des statistiques nous montrent que, le pays se porte pas bien et on le voit et on le ressent de toute manière sur la population. Mmh. Je sais que les Suisses, parce que j'ai des amis suisses, sont très fiers, d'être suisses, se sentent très bien en Suisse. Alors après, c'est vrai que c'est, un pays qui est très, isolé et à l'écart aussi de la majorité des pays, par exemple d'Europe et compagnie. Ça a toujours été très neutre et très différent. Mais ouais, je pourrais pas y répondre, en détail. Je pense que ça reste humain de manière générale, c'est sûr. Il y a pas tout le monde qui a ce recul, et se fait de prendre 100 de la responsabilité comme je le disais et c'est OK. Mais Mmh. quand, c'est la grande majorité, je trouve en tout cas moi que je suis pas à ma place, donc je préfère partir. Mmh. Je comprends, complètement cette idée.
Et pour ajouter peut-être un avis, j'aime bien la nuance, je trouve qu'on en manque. Je pense qu'il y a aussi, un sujet qui est notre, le système. Le système en lui-même fait qu'on a envie de se plaindre, dans le sens où, heu, dès que ça ne va pas, on va se reposer sur l'État pour obtenir des aides, pour, tous les problèmes qu'on peut vivre au quotidien parce qu'on est sur un État qui est, justement très social. Voilà, on a les congés payés, on a, le chômage, on a les APR, on a toutes ces aides-là et je pense aussi que ça joue énormément mentalement sur, cette espèce de sécurité mentale de se dire: «Si ça va pas, l'État me sauvera et si l'État arrive pas à me sauver, c'est de sa faute», du coup. Clairement. Il y a peut-être aussi de ça, à mon avis, dans justement cette, mentalité ambiante, tu vois? Qu'on retrouve pas dans d'autres pays justement parce qu'on est un des pays qui fait aussi le plus d'aide sociale. Hem donc ouais, il y a peut-être probablement de ça aussi, mais en tout cas, je partage assez ton avis pour vivre en France, aujourd'hui, je vis, aujourd'hui à Bordeaux. C'est une ville un peu préservée de tout ça, mais on le vit quand même au quotidien. Mais c'est vrai, c'est pas faux et justement, ce choix de Bali, pourquoi Bali, pas un autre, choix que cet endroit-là? Parce que, et on en parlera notamment, il y a beaucoup de critiques, du monde entrepreneurial. Tu en as qui sont carrément pour, d'autres qui sont au contraire, complètement opposés à l'idée d'aller à Bali pour entreprendre. Ouais, Pourquoi est-ce que toi tu as choisi Bali et qu'est-ce que c'est quelle idée tu en avais, en arrivant et quelle idée tu t'en fais au final? ouais. Bali, effectivement, de toute façon, il y avait plein, d'options, possibles, mais c'est vrai que je suis allé voir justement Dubaï à quelques reprises, sur différentes occasions, de rencontrer des personnes avec qui je travaillais et compagnie et je me sentais pas forcément d'y bosser, et d'y vivre, plutôt, en majorité de l'année. Heu, Parce que cette ambiance justement très portée, business, des relations où on le sent très porté business et manque d'authenticité, je l'ai ressenti, manque, justement de naturel, on va dire, de ce côté-là. Alors très porteur justement dans une phase business, quelqu'un qui, veut vraiment se mettre, en majorité, le focus business, je trouve que c'est très porteur. Des V8, des V12 dans tous les sens, c'est vraiment la voiture du coin et donc ça porte. Je sais que je ressentais quelque chose vraiment à Dubaï où, même la nuit, en fait, je ressentais pas la fatigue. C'est une ville qui vit jour comme nuit et donc tu pourrais bosser, vraiment, plus de 15 heures par jour, ça se fait. Mais moi, j'avais besoin je suis en couple depuis, bientôt 9 ans, donc ça fait quand même, beaucoup d'années Félicitations. maintenant. Et du coup, il y avait ce besoin aussi d'équilibre qui est important, le côté justement nature et moi l'authenticité est hyper importante dans les relations que je fais et cetera. Mon entourage, j'y porte beaucoup, d'importance et du coup, je sentais tout de suite que ça allait pas le faire à Dubaï pour ce côté, équilibre. Donc c'est vrai que Bali est une destination, pas mal à la mode, mais on voit, toujours sur les réseaux, de super beaux, décors, paysages et compagnie, ça fait toujours rêver, donc on a voulu aller tester en octobre-novembre 2024 pour, s'expatrier à partir de janvier 2025 et effectivement, j'ai adoré et je trouve que c'est une très bonne destination comme première expatriation parce que, ça reste une vie à moindre coût, faut le dire et et avec voilà un cadre, de dingue. Donc je trouve que pour la productivité justement business, vu que les choses sont à moindre coût, tu peux déléguer par exemple toutes les tâches, reloues, de ménage, de faire le linge, tu peux commander tes repas pour, 4 €, et donc en fait, tout est porté autour de la productivité quelque part, je trouve et du bien-être surtout et donc j'ai trouvé le meilleur équilibre là-dedans pour pouvoir bosser, une majorité de la journée, sans avoir besoin de me préoccuper du ménage, du linge et d'autres choses, ou de faire à manger et compagnie et à côté de ça, les temps de pause justement que j'ai et que je m'octroie, c'est des temps qualitatifs où je suis en bord de mer, où, il fait beau, il fait chaud donc voilà, moi j'ai adoré Bali pour ça. Maintenant évidemment, il y a toujours des downsides, il y a rien de parfait partout. Il y a ce côté pollution, oui. Il y a ce côté où on a 7 heures de décalage, donc c'est pas fait pour tous, les business, si tu es beaucoup en B2C, que tu parles avec du particulier et que tu as besoin du créneau fin de journée heure française, c'est très compliqué depuis Bali. Il y a le fait d'être loin de la famille et donc tu peux pas non plus, te projeter pendant des années, totales, évidemment loin de la famille à 17 000 kilomètres, de la France
Mais pour une première expatriation, moi, je trouve ça top et je réfléchis déjà, de toute façon, à des destinations qui vont me permettre de me rapprocher de l'Europe, tout en gardant les avantages fiscaux, le fait qu'il fasse bon vivre, que ça réunisse un maximum de mes critères, tout en me rapprochant quand même de la France pour la famille. S'il y a un projet, de construction de famille et cetera, c'est quand même important d'y songer, évidemment. OK, super intéressant parce que du coup, hem, je trouve que ce que tu dis là, ça illustre beaucoup l'idée qu'en fait, il y a pas de règle universelle sur, principalement tout, mais Mmh. notamment, le fait d'être productif ou pas et de travailler ou pas, tu vois? Les critiques qu'on entend énormément sur le fait d'être à Bali, c'est un cadre qui pousse pas du tout à travailler, c'est un cadre qui pousse plutôt à chill, à profiter et cetera. Et ce que tu montres, c'est qu'en fait, oui, ça peut être le cas, mais non, ça peut ne pas être le cas, en fait. Et c'est super pertinent parce que Dubaï peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire que ça peut te donner énormément d'énergie ou alors ça peut te donner envie de sortir, de kiffer, d'acheter des trucs qui coûtent extrêmement cher et au final de pas être beaucoup plus productif. Et du coup, je trouve ça pertinent parce que, il y a pas de cadre parfait, c'est exactement ce que tu disais et Ouais. je pense que c'est adapté à chacun. Ce qui est cool, c'est que du coup, tu as testé. Hem et qu'en plus tu as envie de retester d'autres choses encore, tu vois? Et ça c'est hyper intéressant. Je pense que Mmh. n'importe qui pourrait écouter ça et qui aurait, l'envie de s'expatrier, du coup, pourrait peut-être potentiellement ouvrir un peu son esprit et se dire: «En fait, il y a pas une destination qui est faite pour moi, il faut juste que j'aille tester, et que je sache en fait ce qui est fait pour moi» et justement tu parlais de critères, c'est peut-être la meilleure technique pour savoir si on doit aller quelque part. Ouais. C'est juste avoir une Non, liste de clairement. critères. Clairement, il faut venir voir et peut-être qu'à certaines périodes de vie, une destination, tu vois, sera idéale, là où à une autre période de ta vie, ça l'est pas. Mmh, Justement, moi, je me projette à dans quelques années, Bali sera certaine si j'ai un projet, tu vois, fonder une famille, avoir des enfants et cetera, je sais que Bali, sera pas la destination, mmh, parfaite et idéale à ce moment-là. Donc ouais, ça dépend et sur ce sujet un peu, des entrepreneurs à Bali, pas forcément optimisés, et compagnie, ou que les entrepreneurs à Bali sont souvent, des feignants et c'est pas des mecs qui font du chiffre et tout ça. J'avais fait une vidéo à ce sujet parce que, effectivement, c'est voilà, encore une fois, comment tu le vois et je pense que peu importe où tu es et d'où tu vis, si enfin, l'entrepreneuriat, le fait d'être productif ou pas et de vraiment de passer tes journées à bosser ou pas, bah, ça dépend de toi et de toi-même. Si c'est, à cause de, d'éléments extérieurs, si c'est des éléments extérieurs qui vont conditionner, le fait que tu vas être productif, travailler ou pas, c'est que tu as pas un pourquoi assez fort, que tu as pas une vraie vision et que, tu vois, dans ce cas, tu es en train de monter un truc sur un château de cartes là, à tout moment ça va s'écrouler donc je suis pas d'accord avec ça et justement il y a ce côté, comme je le disais, en fait Bali, tu peux le voir du côté il y a plein de tentations de rien branler sur la plage avec une noix de coco, mais il y a aussi plein d'avantages, à moindre coût pour tout déléguer et faire en sorte d'être toute la journée devant ton ordinateur donc c'est comment, tu le vois et comme tu l'as dit Dubaï, de l'autre côté, tout est fait pour te faire dépenser donc attention à ça parce que ça peut aussi tuer la trésor et à Dubaï, en tout cas, si tu veux, le même niveau de délégation, on va dire, bah, ça va te coûter, largement, 2 fois plus cher qu'à Bali. Donc, il faut aussi que ton business le permette et moi, je préfère, optimiser ma trésor pour justement pouvoir l'injecter plus dans mon business, mmh. avoir de meilleures marges et justement, grossir plus. Ce qui est hyper, intéressant et j'en parlais avec, Louis Frambault qui a un podcast qui sortira avant celui-ci qui est dispo sur les chaînes. Mmh. Hem, il disait qu'en fait, si tu as besoin d'autant de discipline, si tu as besoin d'autant de mindfuck pour faire quelque chose, c'est que probablement tu as juste pas envie de le faire. Ouais, Et ce qui est hyper pertinent, c'est que du coup, en fait, enfin, peu importe le cadre, si tu as vraiment envie de faire un truc, c'est même pas une forme de travail, tu vois? C'est-à-dire que si j'ai le choix entre la plage et mon travail ou mon business, si j'adore vraiment mon business, c'est tellement sympa que je vais préférer ça à la plage, tu vois? Et je pense que exactement. c'est hyper pertinent parce que du coup, en soi, cette expatriation, d'après ce que tu dis, ça peut être un espèce de facteur qui permet de valider ou non que tu as vraiment choisi le bon truc, tu vois? Ça, Mmh. je trouve ça hyper intéressant. Genre, est-ce que c'est vraiment suffisamment plaisant pour que aller chill et aller à la plage, c'est moins excitant, c'est moins stimulant que Ouais. ton business. Ça, je trouve ça super intéressant. Et il y a ça me fait penser à une citation de Tim Ferriss, hem, qui dit: «Être occupé est une forme de paresse, pense paresseusement et discrimine l'action». Et du coup, en fait, tu vois, c'est un peu ce mythe qu'effectivement, il faut travailler 15 heures par jour, faut être hyper productif et tout. Et tu parlais, je crois, dans un de tes contenus qu'en fait, finalement, c'était devenu un freelance glorifié à un certain moment de ton activité
parce que, bah, au fait, tu travaillais tout le temps sur ton business, enfin, dans ton business, c'est pas sûr, et qu'en fait, tu faisais toutes les tâches répétitives, que tu bossais énormément et cetera. Et finalement que c'était pas du tout la vraie version de l'entrepreneur qui est le chef d'entreprise, qui justement a délégué l'opérationnel et s'en sort, et du coup Mmh. a le temps d'aller chiller à la plage et de faire juste ce qu'il aime. C'est quoi ton avis justement sur ces personnes-là qui pensent qu'il faut énormément travailler, notamment quand on se lance, qui disent, «Tous ceux qui font pas 15 heures par jour, c'est des fainéants qui veulent pas vraiment atteindre de gros objectifs». C'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, c'est intéressant comme question. C'est vrai que de toute façon, on démarre tous toujours l'entrepreneuriat et autres, où on veut monter notre projet pour avoir justement, du temps, pour se dire, «Je veux plus dépendre, d'un patron, je veux pouvoir me lever quand je veux» et cetera. Derrière, la réalité nous rattrape vite quand on voit ce qu'il faut, fournir en termes de temps de travail, d'énergie mentale surtout, à notre, business. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a toujours une phase où il va falloir, bosser, beaucoup parce qu'il y a pas le choix pour lancer un projet. C'est comme, un avion qui décolle, comme on dit, il faut qu'il mette plein gaz, 100 de ses gaz. Puis après, à partir du moment où, il a décollé, qu'il est en l'air, il peut, réduire. Ça y est, ça plane. Hem, je pense que c'est pareil du coup dans l'entrepreneuriat. On est quand même obligé de démarrer, plein gaz et mettre du temps, de l'énergie, surtout quand il faut acquérir des compétences. Donc il faut se former, il faut, aller chercher, ses premiers clients, il faut se faire connaître et cetera. Par contre, oui, comme je l'ai dit, sur une de mes vidéos et je pense que je suis resté bloqué trop longtemps là-dedans, enfin trop, tout est relatif, mais heu, mais moi ça a été une des révélations dernières, ouais, que j'ai faites, c'est, de capter que je m'enfermais du coup derrière dans, la delivery de mes clients, dans le fait effectivement de travailler beaucoup et ça effectivement c'est un travail, pour moi de freelance. C'est, à nouveau être salarié d'une certaine forme donc c'est un super salariat, je m'auto-salarie quelque part, tout en étant à Bali, tout en gagnant, ma vie et cetera mais j'ai capté que j'étais quand même prisonnier de mon business, que je devais fournir beaucoup d'heures, que je devais rendre des comptes et compagnie et qu'en fait, il suffisait de prendre de la hauteur, pour, mettre les bonnes personnes au bon endroit, pour bien structurer sa boîte et que c'est pas censé prendre autant de temps et autant d'heures. Donc oui, je pense qu'on peut tendre vers, 4 heures, par jour ou comme le livre, La semaine de 4 heures, le principe à l'intérieur est totalement vrai et pertinent. Mais on peut pas y arriver dès le début, je pense. Enfin voilà, c'est pas vrai que tu peux dès le départ, faire des semaines de 4 heures. Par contre, il faut faire en sorte que ce soit le cas si justement tu veux profiter de ton expérience entrepreneuriale et c'est aussi, ce pourquoi on a démarré un projet. Donc c'est là où après il faut passer des caps et moi je suis en train de passer ce cap aujourd'hui parce que, j'ai peut-être fait beaucoup de choses ces dernières années, mais en fait j'ai jamais je le dis, hein, je l'assume, vu que je prends 100 de la responsabilité, je pense que j'ai jamais vraiment été entrepreneur à l'heure d'aujour tu vois, à l'heure actuelle et c'est vraiment un changement que je veux opérer cette année 2026 parce que j'ai eu des vraies prises de conscience et pour passer ce cap, je vois que je dois apprendre encore plein de choses sur ma posture, sur, une forme de leadership, sur une forme de prise de risque supplémentaire à accepter peut-être que je vais perdre de l'argent certains mois. Je pense plus trésor à l'année et pas cash à la fin du mois. Il y a plein de changements qu'on doit opérer, que en fait je ne faisais pas ces derniers temps, ces dernières années au final. Ça me fait rebondir sur plein de trucs, il faut que j'aille dans l'ordre. Hein, Hem 1 point déjà, ce que tu me dis là me fait penser à une croyance qui est tout doucement en train de se casser, en tout cas en partie. Il y a un podcast qui est sorti entre Alex Hormozy et heu, Tony Robbins, OK, hier ou avant-hier. Incroyable ce podcast, je te le recommande, qui parle justement de cette idée que, le titre, enfin la miniature c'est, Fuck Suffering. Heu et qu'en fait, il y a un espèce de mythe quand on se lance dans l'entrepreneuriat et quand on écoute n'importe quel podcast ou vidéo de motivation à la de David Goggins que, réussite égale souffrance, obligatoirement et ça revient un petit peu à cette idée qu'il faut beaucoup travailler, qu'il faut souffrir, qu'il faut, work out, et work hard. mmh, Hem et justement ce que tu me dis là, c'est tout l'inverse, c'est qu'en fait, il faut tendre vers justement, se focaliser sur, peu de tâches de qualité et ouais. que tu peux aimer ta vie à côté sans forcément passer ton temps à travailler. Hem, c'est quoi ton avis sur la le justement la question de la souffrance et
comment est-ce que tu vois, tu me parlais notamment de réalisation et cetera. Comment est-ce que toi, ton idée de, «Il faut que je souffre pour réussir», est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que dès le début, tu t'es dit, «C'est du bullshit» Ouais. ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui a évolué et c'est quoi ton avis aujourd'hui sur la question? Ouais, il y a quelque chose qui me vient là, tu vois? Et Bali m'a aidé à ça quelque part. Bali, il peut y avoir le côté, parce que je suis passé par la phase Bali, spirituelle et tout et j'en ai eu besoin et ça m'a fait un grand bien. Ça m'a justement éclairci la vision, ça m'a permis de faire de l'introspection, ça m'a permis de prendre du recul sur ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que, je suis aligné? Est-ce que, je suis pas en train de faire des choses parce que, bah, je suis compétent à ça et en tout cas la vie m'a mené à faire ça et du coup je perpétue et les journées derrière se ressemblent. Est-ce que vraiment j'aime ça? Est-ce que je kiffe ça? J'ai adoré passer par cette phase qui était, inconfortable, mais c'est là qu'on a les meilleures réponses et en fait, j'ai rencontré, un très bon ami aujourd'hui dont voilà, une de mes meilleures rencontres aussi, de l'année notamment, qui est mon voisin, aujourd'hui. Je J'ai aménagé juste à côté de chez lui, je suis tombé amoureux de son quartier ici sur Bali et lui, ça fait quelques années qu'il est sur Bali et il est justement, passé par des phases, beaucoup de travail, à Paris. Il mettait en relation des marques, il était dans le luxe, c'était la vie à 100 à l'heure, parisienne et il est passé à rien aussi, à faire le tour, de l'Europe, je crois, en van, non sur, merde, les scooters, j'ai oublié, un Vespa. Mmh. Il a fait plein d'expériences de fou et au début, j'avais vraiment du mal, à comprendre son mode de vie. Moi qui ai toujours été drivé par, le fait de grandir, croître, et du coup, à travers de l'argent qui s'accumule aussi sur les comptes et que je gagne ma vie et que je compense mes charges et que j'ai du surplus pour mettre de côté, pour investir, pour avancer. Lui, il avait une vie qui était à l'inverse, cette année-là où, il avait aucune rentrée d'argent pendant plus d'un an et demi et ça sortait, ça sortait, ça sortait, ça sortait, mais il était super posé. Il était, hyper aligné avec ça. Il dépensait, il se faisait plaisir et tout ça et moi je comprenais pas, j'étais en mode, «Putain, mais moi à sa place, je suis en stress pas possible, je comprends pas» et du coup, ça m'a aidé à prendre du recul en fait, là-dessus parce qu'au final, pour avoir vu l'année passée à ses côtés, bah, d'un coup, plein de choses se sont alignées parce qu'il était, raccord avec ça et qu'il savait que ça allait venir au bon moment et il a actionné des petites choses à gauche, à droite et puis d'un coup, boum, il y a des personnes qui viennent à lui et il vend un accompagnement et au final, il fait les choses très bien, de manière très alignée, en ayant beaucoup de temps pour lui, en kiffant sa vie en majorité du temps. Il y a plein de jours, il se lève, il dit: «Bah, là, j'ai pas envie de bosser, je fais rien aujourd'hui» et ça marche très bien et aujourd'hui, il arrive à, mine de rien, bien gagner sa vie et avoir la trésor qu'il faut pour, faire des projets, développer plein de choses. Et du coup, moi, ça m'a remué un peu tout ça et ça m'a fait changer beaucoup le scope de comment je voyais, les choses, la vie et du coup, je m'autorise à, voilà, maintenant, prendre un peu plus ce temps, ce recul et faire confiance, en fait, un peu à ce processus, tu sais, de loi d'attraction, de tout ça. Et je vois que en fait, il va rien se passer sur, si pendant une journée, effectivement, tu es en train de couper. Au contraire, ça peut peut-être te ressourcer. Tu en avais peut-être besoin pour avoir une journée 2 fois plus productive le lendemain. Donc j'essaie d'avoir, on va dire ce processus-là et je pense que c'est lui qui m'a fait un peu ce déclic pour prendre du recul et m'autoriser à prendre du recul en voyant que je vais pas mourir en fait, je vais pas me retrouver à zéro du jour au lendemain où je dois rentrer, en France. J'ai de la trésor, j'ai de l'argent de côté, c'est ce pourquoi je bosse aussi depuis des années et qu'en fait c'est OK et que c'est important de prendre du recul, au quotidien sur sa vie et sur les choix qu'on est en train de faire. Là encore, il y a ça me fait penser à cette idée, très construite que justement, il y a un peu qu'un seul chemin, tu vois, acceptable en termes de construction de vie. C'est un petit peu ce que tu disais, c'est je comprends pas, comment est-ce qu'il peut vivre comme ça alors que, bah, il faudrait mettre de côté et qu'il vit à perte. Bon et Mmh. ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup ça a complètement changé ton paradigme d'après ce que tu me disais, sur, bah, en fait, il y a pas un seul chemin. Il y a une citation que j'aime bien, je sais plus de qui elle est, qui dit: «On n'a pas qu'une seule vie, on n'a qu'une seule mort». Et je pense que, tu vois, tu m'en parlais tout à l'heure, peut-être que dans 1, 2, 3 ans, je fonderai une famille et du coup, je serai pas du tout au même endroit, et du coup, ce sera pas du tout la même vie, probablement pas le même Rémi non plus que j'aurai en face de moi à ce moment-là. Mmh. Ce que je trouve hyper intéressant et peut-être que pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu vois, qui seraient jeunes encore et qui se diraient qu'ils savent tout, et on va en reparler après, mais tu me disais notamment tout à l'heure, tu avais encore plein de choses à apprendre et c'était vraiment ta réalisation. Hem, c'est qu'en fait,
on apprend tout le temps, même à 29, 30, 50, 80 ans et que justement en partant dans la vie en se disant que, de toute façon il y aura pas qu'une seule vie, que, on a le temps d'expérimenter et de changer plein de choses. J'avais Noé Perret, je sais pas si tu sais qui c'est Lofat, qui était, des entrepreneurs du château, peut-être ça te parle? En tout cas, c'est un entrepreneur français qui justement vit complètement, dans cette idée-là, de one life et je teste plein de choses et il m'expliquait, que comment dire? Pour lui, c'était un jeu, en fait. Il y a pas de règle absolue, il y a enfin voilà, c'est OK justement de tester plein de choses, de se casser la figure et il m'expliquait qu'il avait discuté avec un entrepreneur multimillionnaire qui lui avait expliqué: «Ta vingtaine, c'est en fait pour tester des choses, pour apprendre, et ta trentaine, c'est plutôt pour, bâtir de vraies fondations de vie». Hem, c'est quoi ton avis sur ça? J'aime pas trop ce côté, tranche d'âge et tu vois, Mmh, que dire ça, cette phase, ce serait plutôt pour ci, pour ça. Parce que, je pense que justement chacun a son histoire et tu vois, j'y pense dernièrement, je me dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux et compagnie, on a l'impression qu'on peut être vite en retard. Moi, je vois des jeunes maintenant de plus en plus, ils ont 18 ans, 20 ans, et ils ont déjà fait des millions et tout. Tu te dis: «Putain, qu'est-ce qui se passe? Je suis en retard». Moi, j'ai 25 ans et je galère toujours, à, aller chercher, un certain niveau de ne serait-ce que de chiffre d'affaires, à développer un projet, à ne serait-ce savoir quel projet je développe, quel projet je porte et derrière comment je vais pouvoir le porter. Hem, mais, mais j'y pense, que en fait, imagine là, cette semaine, on apprend tu as un décès, d'un très proche, à toi. Alors je sais pas si tu as déjà vécu un décès, très proche. Hem, désolé si c'est le cas. Moi, je l'ai pas vécu et je sais pas du coup comment on gère ce genre de situation. Mais j'y pense régulièrement, ça fait un gros stop, tu vois? Et je sais pas combien mmh, de temps je mettrai à m'en remettre, mais c'est certain que ça stopperait justement énormément, l'élan, dans lequel je suis, par exemple, aujourd'hui. Et donc je pense que chacun a un parcours de vie avec ses propres embûches, sa propre histoire, ses propres contraintes et on le voit, il y a plein d'histoires de personnes qui ont démarré leur, on va dire, aventure entrepreneuriale à même, 50 ans et ils ont eu une très grosse et belle réussite derrière et ça veut pas dire qu'ils ont gâché toute leur vie avant. Ils ont vécu d'autres expériences, des choses qu'ils devaient vivre de leur côté. Donc voilà, je suis pas fan de ce côté de 20 à 30, mmh, tu devrais faire ci, faire ça. Mais par contre, oui, effectivement, à mon échelle et dans ma vision des choses et parce que, en tout cas, l'environnement, aujourd'hui me le permet, hem, je 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 préfère, tant que j'ai de l'énergie et que ma famille est là et que le mo j'ai mon moteur et que je peux avancer en toute indépendance, de mes 20 à 30 ans, faire un maximum de cash pour derrière aller plus chercher le côté, cocon familial, heu comment mmh. dire? Transmettre et me poser aussi peut-être un peu plus et faire des choses plus réfléchies, prendre plus le temps parce que, j'aurais capitalisé, j'aurais construit et j'aurais entre guillemets «sacrifié» un peu plus aussi, du temps et de l'énergie parce que comme on le disait, quand il faut porter, pousser un projet, Mmh. tu es obligé de déséquilibrer ta vie, c'est une réalité. En fait, je pense que moi, je partage ton avis sur l'idée qu'il y a pas de loi universelle, tu vois? Alors à 15 ans, faut que tu en sois là, sinon tu es en retard. Faut qu'à 30 ans, tu en sois là, sinon tu es en retard. Je pense que c'est le pire truc à faire parce que en fait, du coup, tu te sors complètement Ouais, de ta propre vie, juste ce que tu veux toi. Hem, je pense que de manière générale, ce que veut dire cette citation, c'est plutôt que il y a pas à s'inquiéter du temps qui passe, il y a juste à s'inquiéter du: «Qu'est-ce que j'en fais?» et c'est plutôt ça, c'est plutôt, OK, j'ai, je sais pas 24 ans. Je sais pas, ce que je veux faire de mon projet ou je fais pas l'argent que certains font. Au lieu de me focaliser sur ce que les autres font ou sur, là où je suis perdu, bah, focalise-toi juste à la limite sur: «OK, bah, maintenant je fais», tu vois? Juste j'agis et je prends plaisir dans ce que je fais et je pense que c'est plutôt ça l'idée de ces citations, même si, elle est peut-être mal exprimée. C'est plutôt, arrête de te poser trop de questions et fais juste ce que tu as envie de faire, tu vois? ouais, Je pense que complètement. c'est vraiment ça. Non, non, excuse-moi, j'avais pas entendu la citation. En fait, je pensais que tu me parlais sur des tu vois, comme ça, un peu tranche Non, non, bien d'âge, sûr.
Et C'est c'est un non, non, c'est pas, comment dire? C'était plutôt pour se faire réagir qu'autre chose, donc ça a bien marché. Mais effectivement, je suis assez d'accord et chacun sa comment dire? Sa version de ce qui lui convient, tu vois? Toi, par exemple, c'est bâtir tes fondations maintenant, tu vois, te poser plus tard d'un point de vue familial parce que c'est ce qui te convient. Alors que tu vois, par exemple, ton voisin, au contraire, lui, il est en mode: «Je teste plein de trucs, je kiffe ma vie, je fais des projets qui ont pas forcément, un sens de fondation maintenant et ouais, j'expérimente», tu vois? Et c'est OK et je pense que chacun sa version, tu vois? Il y a pas de loi universelle dessus. ouais, c'est Heu, ça. Justement, toi, ta vision, là, maintenant, actuellement, comment est-ce elle se structure? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu évolues? Tu vois, tu me parles notamment, tu as fait donc ce MLM scam, enfin qui t'a scammé après, et suite à ça, du coup, tu avais des clients qui étaient à Dubaï, notamment, tu m'en parlais. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait ensuite, après cette partie-là? Hem, Effectivement, du coup, temps de latence de 6 mois, où ils nous font croire que piratage informatique et compagnie, les back office sont fermés, mais on va réouvrir et tout. Qu'en fait, ils ont fatigué un peu tout le monde pour que ça gueule pas d'un coup et que tout le monde comprenne qu'ils étaient partis avec la caisse. Et donc voilà, ça a duré, plusieurs mois. J'étais dans l'attente, livre sur les économies et compagnie. Et puis justifier à tout le monde, tu tout le monde qui t'appelle et tout, parce que tu aussi un peu, pas une tête de réseau, parce qu'il y avait bien plus haut que moi. Tu connais le quand ça se goupille derrière en arborescence, ça n'en finit pas. Mais j'avais déjà un réseau quand même un peu développé, donc évidemment beaucoup se référaient à moi et m'appelaient. Donc c'était une période un peu complexe là-dessus et au final, à un moment donné, quand j'ai commencé à me faire une raison et surtout, je me suis dit: «Bah, il faut que je renfloue à nouveau un peu aussi les caisses parce que là, ça part tous les mois et ça a l'air de jamais vraiment réouvrir. Ils promettent le mois prochain, puis le mois prochain, c'est encore le mois prochain. Donc à un moment donné, merde, je vais bosser et puis on verra». J'ai appelé un ami qui est, manager, d'une équipe française, c'est Summer Rocks, ils font des événements privés, sur toute la Costa Brava. Lloret del Mar, Salou, Barcelone et notamment Ibiza. Et lui, il était manager à Ibiza et donc je l'ai appelé vu que mine de rien, le marketing de réseau m'a développé des compétences commerciales. J'allais faire des présentations chez les gens. À un moment donné, sur la fin, tous les jours, je présentais dans une salle qu'on louait, et j'avais des personnes, on remplissait les salles tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je faisais une présentation et on accueillait du monde et donc les arguments un peu commerciaux et compagnie, je les ai quand même développés, l'aspect relationnel. Et je savais que lui, il faisait de l'argent en saison, il faisait des beaux billets, sur des saisons d'été. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit: «Est-ce que vous avez, de la place, pour cet été? Je suis chaud de venir faire une saison à Ibiza, faire de la promotion d'événements, avec vous». Et du coup, ça a été un go. Donc c'est comme ça que j'ai rebondi au début, donc plus du saisonnier. J'étais là avec mon vélo, toute la journée. Tu allais chercher des gens au bord des piscines, au bord de la plage pour, leur proposer des événements privés que tu organises, le soir. Et j'ai perdu 7 kilos en 2 mois. J'étais matrixé jusque tant que j'avais pas fait de vente dans la journée. Moi, à 2 heures du matin, je tournais encore avec mon vélo. Je suis pas du tout boîte de nuit, je suis pas du tout soirée. Les gens le voyaient bien. Je sais pas pourquoi j'étais promoteur. Genre, d'habitude, les promoteurs d'événements, ils kiffent ça. Ils kiffent le monde de la nuit. C'est des before, after en boîte. On avait des guest lists avec, les partenariats Pacha, Ushuaïa et tout. Enfin, c'est juste, de la folie, tu vois? Pour les gens qui kiffent ça. Moi, j'en avais rien à foutre. Je n'aime pas ça, les boîtes. À minuit, j'en pouvais plus, je voulais rentrer. L'ambiance, la musique, les gens qui boivent, je bois pas une goutte d'alcool, j'aime pas ça. Donc moi, j'étais là pour faire du business et du coup, j'ai fait meilleur, vendeur, toutes saisons confondues, ma première saison. Alors j'avais pas de réseau, quoi que ce soit, mais parce que j'étais sur le terrain H24. Donc je me suis refait de l'argent en 2 mois, j'étais content et en rentrant de saison, en fait, je suivais un peu le podcast Sans Permission, tu vois? Entrepreneuriat, Yomi Denzel, tout ça. J'avais découvert, Antoine Blanco qui venait de rejoindre le podcast et tout dans les débuts. Je l'avais suivi sur Insta et en fait, en rentrant de saison en septembre, il met une story, il dit qu'il recrutait, des setters pour son offre. Je savais pas ce que c'était le setting, je me suis renseigné un peu en parallèle et j'ai postulé, j'ai pris le temps et au final, c'est moi qui ai été sélectionné, j'ai eu un visio et compagnie, il a sélectionné les profils. Ça a bien matché ensemble sur, tu vois, mon expérience, et compagnie. La dalle aussi que j'avais à ce moment-là de, tu vois, d'avancer, parce que là, je rentrais de saison, je reprenais un taf de chauffeur-livreur à nouveau. Enfin, tu vois, c'était tout le temps, un coup, il y avait une opportunité là-dessus, mais après j'avais rien, donc il fallait que je fasse un peu d'argent et donc là, moi, j'ai été prêt à m'envoyer.
et au final, c'est comme ça que ça a démarré l'aventure plus business en ligne. C'est que j'ai pu transposer mes compétences commerciales, de Ibiza, du marketing de réseau, sur quelque chose de digital où, Antoine générait déjà du 200-300 prospects tous les jours avec ses réseaux organiques, TikTok, Instagram et le podcast Sans Permission qui ramenait beaucoup de gens. Il avait une offre high ticket à 3 000 € et cetera, et moi, je suis arrivé dans ce timing, où, il y avait beaucoup de cash et de leads, qui rentraient, et donc voilà, j'ai fait, en tant que setter, 2 800 € je crois en 2 semaines, que je suis arrivé. Moi, je voyais des notifs. En plus, ce que j'ai trouvé génial dans le setting, c'est que, moi, j'appelais les gens, je leur bookais le call. C'était pas moi qui closais après. C'était des closers qui prenaient le visio, qui closaient, et moi, j'avais, je me souviens, l'Apple Watch et relié au Slack, et là, j'avais des notifs de quand il y a des ventes qui tombaient, et je savais que je prenais mes 5 et que j'avais, à chaque fois 150 balles qui tombaient. Moi, je trouvais ça fou. J'étais à la salle, j'avais une notif de paiement, j'étais à la maison, j'avais une notif de paiement, et en fait, ouais, je suis tombé amoureux, on va dire, du business digital à partir de là, et derrière, ben, au bout de 3 semaines, je suis passé manager parce que je pouvais pas appeler 300 leads par jour. Moi, je faisais 9 heures de setting par jour, 7 jours sur 7, j'étais comme un ouf. Mais bon, à un moment donné, malgré ça, je couvrais jusqu'à 100 appels jour, mais je pouvais pas, couvrir 300 leads, et donc j'ai proposé, de monter une équipe, manager, et puis derrière j'ai passé les échelons. Je suis passé head of sales, manager un peu tout le pôle commercial et tout ça chez Antoine. Il y a eu une belle aventure de scaling. On est monté jusqu'à 400 000 € par mois, donc ça faisait, une bonne vingtaine de commerciaux, setters, closers à manager. Donc ça a été une belle aventure, et de là, on a découlé, pour moi, la volonté de monter mon agence de formation de setters, closers, parce que je me souviens que dans du scaling, tous les mois, j'avais besoin de recruter chez Antoine, et à l'époque, en 2023, il y avait, je dis à l'époque, mais en tout cas pour le business en ligne, en 2023, il y a pas tant de setters, closers et tout. C'était un peu les débuts de l'infoprenariat, make money et tout ça, et entre guillemets, et du coup, il y avait que quelques agences qui formaient des sales, des setters, des closers spécifiquement, au métier, et c'était des usines à formation. Ils faisaient déjà eux-mêmes du cash, mais c'était pas assez qualitatif. Je récupérais des gens qui étaient pas bien formés. Il fallait que je les reforme en interne, et donc j'ai décidé de monter mon propre business de formation dans le but d'auto-alimenter un peu, et voilà comment a démarré un peu, ma première boîte, on va dire réellement. C'était une agence donc, qui s'appelle Set& Close, que j'ai cofondée avec, le meilleur closer, que j'avais chez Antoine, qui était un ami, et derrière, s'en est suivi, voilà, une aventure où on a basculé, Set& Close. Au lieu de faire de la formation, finalement, on est devenu Head of Sales externalisé pour des business en ligne, pour que je prenne le même rôle que chez Antoine dans d'autres business. Et voilà un peu ce qui a découlé depuis. C'est surtout ça que je fais, depuis, même si on a arrêté l'association début d'année, 2025, et j'ai monté à nouveau mon propre modèle d'agence toute seule cette fois-ci, qui a un peu, au final, les mêmes offres, mais que j'ai restructuré un peu différemment. Donc voilà un peu le parcours, et voilà un peu, comment les choses se sont goupillées, on va dire, ouais, depuis. Trop cool, trop, trop bien. C'est hyper, hyper complet et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent, connaissent Antoine Blanco, donc ça permet d'avoir, une vraie vision, de l'intérieur. Son modèle, c'était donc un modèle make money à cette époque-là. Hem, Make money plutôt quick, du coup en 3 mois, il y avait une certaine promesse. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce modèle-là, qui avait à l'époque explosé? Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui, marchera encore, dans les mois, années à venir? Ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'il y a une vraie évolution du marché? Hem Ouais, c'est une bonne question parce que je pense que ça faisait sens à ce moment-là, mais beaucoup d'acteurs ont saigné le marché français, justement sur ces techniques, Mmh. notamment, comme tu dis, c'était de la vente, rapide. Au bout de 3 mois, ils devaient faire des ventes, et donc ça reposait beaucoup sur des stratégies de prospection Instagram, aller dans des bases de données de concurrents, des followers, faire du 100, DM, outbound du coup, par jour. Hem et du coup, ça fonctionnait, ça permettait de faire quelques ventes à la fin du mois. C'est sûr que quand tu fais 100 DM par jour, tout le mois, tous les jours, et que tu es un minimum bon en closing derrière, tu arrives toujours à vendre, quelques prestats, et derrière, tu peux mettre en avant que tu as fait 2 ou 3 ventes contractualisées à 1 000 balles, et tu as fait tes 2 000 à 3 000 € de CA, et ils capitalisaient beaucoup dessus. Mais il y a eu beaucoup d'acteurs sur ce marché-là. Il y a eu Loïc Bourget, je sais, Margot Cunégo, Antoine Blanco, Mathis Clouet. Il y avait du monde vraiment sur cette, on va dire, niche-là, et donc je trouve que le marché a été pas mal essoré, et aujourd'hui le marché, je trouve, il est beaucoup plus sophistiqué. Les gens justement sont déjà, le marché francophone est pas si grand que ça, et donc
beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont l'attrait du make money, d'apprendre des compétences, de vivre du digital et cetera, sont, rentrés dans des VSL, ont été contactés par des setters, des closers. Une bonne majorité, tu vois, connaissent aujourd'hui le process et donc oui, les offres aujourd'hui, je trouve, doivent être plus sophistiquées. Il faut, avoir plus de structure et de toute façon, je trouve que c'est bien dans les débuts, ça permet toujours de mettre un pied dans le business en ligne, mais ça n'est pas scalable et je le vois bien, tous les clients qui, ont fait quelques ventes, ils le savent eux-mêmes, derrière, dès que tu arrêtes un minimum, dès que tu te fatigues de faire 100 DM par jour, dès que tu te fais un peu shadowban par Insta parce que tu as fait trop de DM ou autre, ben tu as tout qui retombe et qui redescend parce que, tu pas su, parce que t'as pas un vrai système, en fait, qui est aussi attire les prospects à toi et tu pas en train de construire vraiment une entreprise. Ça repose pas sur des systèmes d'acquisition, je trouve, très pertinents. Donc voilà un peu mon avis, là-dessus, mais je pense en tout cas, ouais, qu'aujourd'hui 2026, c'est pas des techniques qui fonctionnent très bien ou alors ça marche toujours, mais c'est pas ce que je recommanderais pour monter un business à un minimum, périn et stable. Mmh. On en parlait avec Charles, dans un autre podcast. On pense que et le postulat qu'on posait, c'est tout ce que tu dis, on le partage et justement, c'est dans cette crise-là un peu, tu vois, tu vois, le marché est plus sophistiqué. Je pense qu'il y a une vraie crise de confiance aussi. Quand tu reçois un DM d'un inconnu, c'est pas pareil que quand tu reçois un DM de quelqu'un que tu suis depuis longtemps, en qui tu as confiance, qui te semble être, effectivement, pertinent. C'est le CEO d'Instagram qui disait, «La question ne sera plus le quoi, mais le qui». Qui est-ce qui crée? Qui est-ce qui me délivre cette offre? Quelle est son expertise? Quelle est sa légitimité et cetera? Je pense qu'il y a vraiment de ça aussi et tu vois, dans l'outbound, donc le fait d'aller vers des gens, bah, il y a ce côté: «OK, et tu es qui? Pourquoi est-ce que tu me contactes? Est-ce que j'ai vraiment un besoin?» Et tu vois, tu me parlais notamment dans le MLM qu'à l'époque, tu allais chercher des gens qui avaient pas forcément de besoin et qui justement, ton objectif, c'était de créer ce besoin-là. Je pense que les gens achèteront beaucoup plus en masse et de manière beaucoup plus pérenne à des gens en allant eux-mêmes acheter. Tu vois, Ouais, d'où, cette idée effectivement que, hem, bah, en fait, c'est la nouvelle monnaie, c'est plus l'attention, c'est plus le fait d'aller vers les gens, c'est la confiance qu'on a envers quelqu'un, et c'est pour ça, tu vois, qu'aujourd'hui, bah, Antoine Blanco a du coup changé de niche, là où un Mathis Chloé n'a pas changé, domine son marché parce que ça fait des années qu'il est sur YouTube, ça fait des années qu'il crée du contenu, qu'il a des, centaines et centaines de témoignages clients qui sont ouais. en ligne. Hem, il y a peut-être aussi cette crise de confiance justement. Tu parlais notamment de système d'acquisition. Je pense que c'est un très bon allié justement d'une base de confiance, tu vois? Hem, toi aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles? Est-ce que justement tu travailles avec des gens qui pensent de cette manière-là? Et comment est-ce que tu les aides justement à convertir cette confiance en audience de clients, en fait? Hem, moi, je fais attention justement beaucoup aujourd'hui à, quelle est la delivery, l'offre, du business parce que effectivement, il y a eu trop, sur 2023-2024, en tout cas sur moi, ce que j'ai connu, à ce moment-là, même voilà, début 2025. J'ai trop vu de personnes, voilà, se lancer dans l'infoprenariat justement et voilà, business du high ticket et cetera, c'est rentable et avoir des mauvaises offres du coup, des mauvaises delivery et derrière, générer de l'insatisfaction client et du coup leurs offres, elles durent, 6 mois, 1 an. Et du coup, OK, ça fait du cash parce que tu as une force marketing, mais en fait derrière, les gens sont pas satisfaits et du coup ça s'écroule. Je préfère, gagner, 10 000 € par mois pendant, du coup 10 ans, sur mon business que, d'en faire, 100 000, pendant, 6 mois, tu vois? Et Mmh. et du coup aujourd'hui, ouais, je suis très regardant sur, la delivery, la satisfaction client, à quel point, l'offre elle est solide et la vision de l'entrepreneur. Parce que je veux m'associer à des personnes et je veux bosser dans des projets où il y a cette possibilité de long terme parce que, moi derrière je monte aussi des équipes de vente, il y a du travail, à les manager, à les implanter, à leur faire comprendre l'offre, à les faire s'imprégner du bon discours, à mettre en place toute la structure aussi qu'il faut commerciale, de relance, de rappel rendez-vous, le côté outillage et compagnie. C'est pas pour que, justement au bout de 6 mois, ça s'écroule et puis je change encore et j'ai d'autres clients. Vu que je suis en modèle un peu agence, je veux, des clients stables et avec qui, derrière, je m'y retrouve et on a une vraie aventure long terme, où nos prestations et cetera ont du sens. Donc ça, je fais assez attention à ça et rappelle-moi ta question, pardon, parce que j'ai introduit sur ça.
Mais C'était, comment est-ce que tu vois justement cette crise de la confiance? Comment est-ce que tu te positionnes? Mais tu es un peu en train d'y répondre. Hem mmh, En quoi est-ce que c'est important justement, beh, je vais rebondir du coup sur ce que tu me disais. En quoi est-ce que c'est important pour toi qu'il y ait cette partie non seulement éthique, mais aussi qualité dans les personnes avec qui tu vas travailler? Tu me parles notamment de pérennité. Est-ce qu'il y a d'autres, raisons, que la pure, pérennité, la pure, le pur intérêt business aussi de long terme? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Je pense notamment au fait que toi-même tu aies été scamé ou que tu aies été, ouais, insatisfait ouais, par ouais. certains trucs. Est-ce que ça a joué aussi dans cette décision-là? Bien sûr, il y a le côté éthique aussi et aujourd'hui, il y a assez d'opportunités, il y a assez de voilà, de niches, à exploiter pour, bosser avec des gens où c'est vraiment leur zone de génie, c'est vraiment leurs compétences qu'ils monétisent et c'est avec ce type de personne que je veux bosser. Pas une personne qui s'est dit: «Il y a ce business model qui fonctionne, je fonce dedans», mais voilà, on sait qu'eux-mêmes vont aller dans le mur parce qu'on parlait tout à l'heure d'alignement, de notion de plaisir dans ce que tu fais, et si tu prends pas du plaisir et tu pas animé, tu vas dans le mur Mmh. et du coup, ils vont s'y confronter par eux-mêmes parce qu'ils ont été plus, attiré par l'appât, du gain plus que qu'est-ce qui fait sens? Quel projet vraiment, je peux mener et qui, résonne en moi et compagnie. Donc oui, il y a ce côté, éthique clairement. Il y a un autre gros youtubeur, à l'époque un peu d'Antoine qui m'avait contacté, qui, lui était sur de l'OFM, tu vois? À ce moment-là, ça a été Mmh. passager, il est passé après sur un autre et compagnie. Il a un assez caricatural sur YouTube souvent et j'aimais bien le personnage, parce qu'il est de Bordeaux justement, Je vois mais qui c'est à nouveau. mais j'ai on a dit non parce que je voulais pas monter une équipe, de vente sur de l'OFM, tu vois? Mmh, C'est même s'il y avait beaucoup de cash à faire et que ça aurait été un beau contrat, parce qu'à ce moment-là, il tournait fort, il générait beaucoup de leads et il y avait des ventes, mais moi j'étais pas aligné avec ça, tu vois? On a dit non. mmh. C'est hyper intéressant. Hem, Justement, tu parlais du manque de pérennité dans l'idée qu'il y avait cette espèce d'appât du gain. Hem, Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ta mission, si c'est justement pas que l'appât du gain? Hem, En quoi est-ce que tu trouves du sens? Tu vois, tu as eu plein de projets différents. Aujourd'hui, tu as celui-là en particulier justement d'agence où tu es un peu, là pour structurer des business, qui justement sont éthiques et pérennes. Hem, Où est-ce que tu trouves du sens? C'est quoi concrètement, la raison pour laquelle tu te lèves le matin et tu fais ce que tu fais, dans cette agence? Ouais, ça a été justement pas facile parce que j'ai eu ce travail, d'introspection comme je l'ai dit de est-ce que je le fais parce que bon, j'ai des compétences là-dedans et du coup, bon, c'est ce qui me fait vivre et aujourd'hui, c'est l'opportunité qui me permet d'être aussi à Bali, de pouvoir faire du cash et cetera. Donc il y a de ça évidemment, parce qu'à un moment donné, il faut capitaliser aussi sur, ce qu'on sait faire. Mais de l'autre côté, je vois au final que ça a vraiment du sens ce que je fais, ça a vraiment de l'impact justement pour des business qui se développent, en ligne, de manière, solide, tout business qui a des enjeux de scaler, il sait à quel point le pôle vente est complexe, tu vois? Dans la gestion opérationnelle, en fait, du pôle vente. Le fait de recruter les bonnes équipes, le fait de regarder sans arrêt, les chiffres, qu'est-ce qui se passe, heu, sur les commerciaux en place, quel est le show up rate, le taux de présence, le taux de closing, le cash collecté par vente. À chaque fois qu'il y a un impact d'une semaine à l'autre, d'où ça vient? Est-ce que c'est l'avatar client? D'écouter aussi les appels, avoir un peu, les insights sur quel est l'avatar client qui arrive et donc comment je vais ajuster mon acquisition, mon media buying, on va dire, enfin, voilà, le copywriting de mes pubs derrière pour, target plus la cible qui achète. Il y a tout ce travail-là, en fait, de recul, sur le pôle vente, parce que le pôle vente, du coup, est charnière et un infopreneur, un dirigeant d'entreprise qui veut scaler, bah, cette gestion opérationnelle, elle le bloque beaucoup et il a du mal à être à la vision, à la stratégie et à lui-même, en fait, avancer et prendre le dessus sur sa boîte. Et du coup, j'ai vu que j'ai un vrai impact là-dessus. Je soulage beaucoup, d'opérationnel, aux entrepreneurs. Du coup, au détriment de moi-même, le faire, comme je l'ai dit. Donc, c'est important que j'arrive à structurer aussi mon propre modèle d'agence pour pas être ce freelance à fond qui, soulage l'opérationnel des autres, mais qui du coup moi-même, suis sous l'eau et ça a été le cas. Mais du coup, j'ai vu que ça avait vraiment du sens. J'ai vu que ça a aidé beaucoup les entrepreneurs à augmenter, à décoller, à se libérer beaucoup de charge mentale et du coup, ça me plaît aujourd'hui. Je sais que ça a de l'impact, je sais qu'il y a un vrai besoin
Maintenant, il y a du tri à faire dans ce milieu. C'est pour ça que j'ai voulu aller un peu plus B2B, que je commence à poster aussi sur LinkedIn et compagnie. Parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de tri à faire sur les infopreneurs Instagram, qui ont des audiences organiques et tout et qui veulent vendre du high ticket. C'est pas forcément des vrais entrepreneurs, c'est pas forcément des mecs qui ont une vraie vision et moi, je peux pas bosser avec ces gens-là parce que je vais pas m'y retrouver et parce que du coup, ça va pas durer longtemps Ouais. et que c'est les premiers à pas vouloir investir non plus, réellement, dans leur business, en fait. Ils veulent Mmh. que ça rentre, mais ils veulent pas forcément investir avant. Donc heu, donc voilà un peu, moi aujourd'hui effectivement ce qui me fait me lever le matin, c'est, j'ai éclairci la vision. J'ai éclairci la vision sur ce que je fais. Je vois que j'ai de l'impact. Je vois que je peux, apporter une vraie différence et le but, c'est d'en signer un maximum et maintenant que j'ai la structure pour, j'ai développé mon propre outil, on va dire, CRM. J'ai, un sales manager qui est en place, qui est au top, qui monte, en compétence les équipes, qui est très pertinent. J'ai une très belle visu data de ce qui se passe. J'ai l'expérience d'avoir bossé avec énormément de business, à différents niveaux de chiffre d'affaires. Donc j'ai vu toutes les techniques d'acquisition, vente et tous les enjeux qu'il pouvait y avoir dans ce milieu francophone depuis, déjà quelques années. Donc je sais que là, j'ai une place à prendre, tu vois? Et j'ai envie de pousser ce modèle-là, mais je sais pas de quoi est fait demain et là, c'est vraiment une ambition d'aller pousser mon modèle agence Operia cette année, de voir ce que ça donne en signant un maximum de clients et compagnie. Mais à tous les coups, voilà, il y a des choses qui vont faire que ça me plaît plus, que j'arrive pas à pousser le modèle comme je veux ou tu vois? Peut-être que l'année prochaine sera encore complètement différente et c'est OK, hein. On verra, ce que l'avenir, nous réserve, quoi. Ça fait, 1 heure qu'on échange. Je vois un profil, qui est à la fois terre à terre, mais très réfléchi dans sa manière de faire les choses, et qui tire beaucoup, beaucoup de leçons, de à peu près chaque expérience. Hem, Tu as parlé de tu là, de tu m'as un petit peu décrit ton activité. Il y a évidemment cette question de la vente, et pour toute personne qui est pas forcément dans ce monde-là, hem, ça peut, poser une vraie question de d'un côté, il aime vendre et de l'autre, il trouve beaucoup de sens à ce qu'il fait. Et du coup, les gens qui ont peut-être des a priori sur le monde de la vente justement, vont pas comprendre et ce qui serait cool, c'est peut-être que tu donnes un peu ce que comment est-ce que tu perçois fondamentalement ce que c'est la vente, Ouais. dans un monde justement, tu as un business qui est plutôt éthique, qui apporte une vraie valeur. Hem, voilà, c'est quoi ta vision de la vente? Pourquoi est-ce que pour toi, c'est, quelque chose qui fait sens justement? Ouais, c'est intéressant, parce que à travers la vente, en fait, on ne force personne à acheter et c'est vrai que les gens, peuvent vite, croire que la vente, c'est forcément être un requin et prendre de l'argent à quelqu'un, alors que personne n'achète s'il a pas envie d'acheter et tu vois, personne on va pas lui mettre le couteau sous la gorge pour acheter donc s'il achète, c'est que dans tous les cas, il a eu ce désir, cette émotion d'acheter, il a trouvé une plus-value, un intérêt à acheter ce qu'on lui propose. Et donc notamment, par exemple, quand j'étais à Ibiza et que, effectivement, j'allais chercher les gens un peu partout, autour des piscines dans la rue, on peut se dire: «Je vais les tu vois? Je vais les démarcher, les prospecter, je vais les déranger dans ce qu'ils sont en train de faire pour leur vendre un truc». Mais ces gens-là, ils sont à Ibiza, ils sont venus à Ibiza pourquoi? Ils sont venus à Ibiza pour faire la fête. Ils ont un programme où ils veulent aller à tel endroit, ils ont programmé leur semaine de vacances où, ils veulent faire la fête. Et nous, on arrive avec une vraie proposition de valeur. Donc c'est encore une fois, qu'est-ce que tu vends? Moi, les événements, j'en étais convaincu. C'est des systèmes de before, des soirées, white party, black party et cetera. Tu rencontres du monde, des Français, puis derrière tu pars en boîte de nuit gratuitement. Tu as pas besoin parce que on est partenaire avec les clubs. Donc au lieu de payer 70 € ton entrée boîte sans conso, sans rien, bah, tu vas rentrer gratuitement et au lieu de mettre les 70 € là-bas, tu les mets plutôt dans notre before et tu as la soirée, tu as un verre, une bouteille et puis derrière tu bascules en boîte. En fait, ils allaient être gagnants d'un point de vue financier, ils vont passer des meilleures soirées parce que souvent ils arrivent à Ibiza, ils connaissent personne, ils vont juste aller dans la boîte qui ouvre à partir de 1 heure du mat. Souvent les gros artistes arrivent à partir de 3 heures, 4 heures du matin. Donc en fait, moi j'avais compris comment était le marché, ce que ces gens venaient chercher et je connaissais à quel point, mon opportunité avait de la valeur. Donc à partir de là, moi je suis moi-même convaincu et je vais effectivement te vendre, mais encore une fois, j'ai pas pris de l'argent pour, une mauvaise chose. Les personnes ont compris la plus-value, ça les a chauffées, elles ont acheté. Moi, je prends ma commission, mais c'est une transaction où chaque personne est contente, tu vois? On ressort avec, lui, il est content, moi, je suis content
Et c'est ça que j'aime au final à travers la vente, c'est que j'apporte vraiment de la valeur à la personne et tu as la possibilité, entre guillemets de tu vois, de changer aussi le cours de sa vie parce que, beh, tu as eu aussi, l'audace, tu vois, quelque part et la prestance de vendre, de voilà, pas de le convaincre, mais justement de l'amener à l'achat. Donc voilà, tu vois un peu les choses et derrière moi j'avais des témoignages de personnes, je les voyais sur les soirées et puis ils étaient, refaits, ils partaient, ils m'envoyaient des photos dans l'avion: «Merci beaucoup pour cette semaine, tu as refait notre semaine, c'était génial, c'était les meilleures vacances de notre vie». Tu vois, ça, c'est ça qui te fait, kiffer au final et qui te permet de relativiser sur, la vente, c'est être requin et compagnie. J'ai un autre exemple plutôt business en ligne cette fois-ci. Un exemple parmi tant d'autres, mais Maeva, mars dernier, tu vois, je bosse aussi avec Brian Parry et je prends quelques appels de vente pour son offre. Il accompagne donc les coachs sportifs à digitaliser leur activité. Maeva, mars, 2025, qui, fait du coaching, privé, enfin à domicile, aux alentours de Cannes. Elle gagne bien sa vie mais elle veut être auprès de sa fille parce qu'elle est maman et compagnie et qu'elle est tout le temps en déplacement et elle aimerait pouvoir bosser depuis chez elle, avoir le côté digital. Déjà, elle est venue d'elle-même. C'est ça que je kiffe dans le business en ligne, c'est que c'est des gens qui viennent d'eux-mêmes. Tu mets les systèmes en place avec des pubs, avec des choses pour parler, à la personne, lui apporter la solution à son problème. Donc, c'est ce que j'adore, c'est que les gens viennent d'eux-mêmes, laissent leurs infos, prennent un appel d'eux-mêmes. Donc ils sont pas là pour rien. On les force pas à être là. Ils ont le problème auquel tu réponds déjà, en arrivant sur l'appel. Mais en plus de ça, donc derrière, par, échange, par le fait de creuser et de la faire passer à l'action, Maëva, en fait, en l'occurrence, je l'ai appelée. Elle a laissé ses informations, elle a pas pris de rendez-vous. Donc, tu vois, peut-être peur de l'arnaque, peut-être qu'elle a juste elle est pas allée au bout. Mais moi, je l'ai appelée, j'ai fait du setting, du coup, avec elle. C'est pour ça que j'adore le setting parce que tu peux changer le cours de la vie d'une personne à partir du moment où elle a répondu au téléphone. Moi, Mmh. quand j'appelle les gens, je suis en mode, je vais peut-être changer sa vie. La personne qui répond, en fait, elle a une chance qu'elle réalise même pas parce que je peux pas, appeler tout le monde. Il y a pas tout le monde qui va me répondre non plus. Et Maëva, ce jour-là, elle a répondu. J'ai échangé avec elle sur son projet. Je l'ai bookée sur un call de vente derrière avec moi. Je l'ai fait passer à l'action. Un mois après, elle faisait plus de 10 000 € par mois avec, des ads et compagnie. Aujourd'hui, elle cartonne, elle est, super heureuse et elle nous remercie et je sais que j'ai changé le cours de sa vie, tu vois? Elle est auprès de sa fille, elle fait du chiffre, elle a eu la solution à son problème. Parce que j'ai osé aussi l'appeler en setting, la déranger dans sa journée et derrière, lui proposer au final, ce qu'on a à lui proposer. Donc voilà un peu mon rapport à la vente, moi, aujourd'hui. Il est très sain et c'est ce que j'aime, c'est que c'est, vraiment un échange derrière de valeurs et que chacun ressorte content. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de vendre les bonnes choses et je suis pour ça que ça a laissé des traces pour moi le marketing de réseau parce que j'étais convaincu de ce que je vendais, que j'ai mis ma famille dedans, mes parents, mes frères, de la famille. Il y a des mini histoires là de famille que j'ai dû gérer le mois dernier à part avec ce genre de trucs. Parce qu'il y en a certains qui se sont montés la tête et à croire que je suis un arnaqueur et tout, tu vois? Ça a pu aller assez loin. Mais moi j'étais convaincu de ce que je proposais. Et c'est pour ça que je l'ai proposé à autant de monde et que je le faisais avec autant de fougue, tu vois? Et j'étais payé en conséquence, parce que ça marchait et que les gens, démarraient dans cette aventure-là. Malheureusement, voilà, c'était pas mon contrôle et les fondateurs sont l'entreprise est partie avec la caisse. Mais voilà un peu mon rapport à la vente aujourd'hui, tu vois? Et je pense qu'il y a que comme ça que ça peut marcher et tous les sales que j'ai vus et je terminerai là-dessus. Tous les sales qui sont bons, c'est des sales qui sont convaincus de ce qu'ils se vendent parce que la vente, elle se fait avant tout aussi à l'énergie. Moi, je veux bien, et bien sûr qu'on bosse plein de choses, en interne et tout ça, sur des skills de psychologie de la vente, de plein de choses techniques. Mais en vrai, le 80-20, c'est l'énergie du closer, c'est la relation qui est créée avec le prospect pendant l'appel, c'est à quel point le sales, il est convaincu de ce qu'il est en train aussi de proposer et du coup, la vente, elle se fait aussi beaucoup comme ça, à l'énergie, clairement. J'ai C'est beaucoup hyper parlé. intéressant parce que du coup, quelqu'un qui t'écouterait, qui, voit justement la vente jusqu'à présent, hem, se dit probablement du coup, en fait, ça va dépendre énormément de l'offre et donc du coup, il faut que je me méfie de, bah, non seulement de la personne, mais aussi de l'offre qu'il y a derrière. Heu Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement est assez méfiant d'un point de vue, enfin, auprès d'un vendeur, d'une offre, de quelqu'un qui te vend quelque chose? Comment est-ce qu'on peut faire pour que justement on accorde notre confiance à la bonne personne et qu'on se fasse pas scammer comme ça a pu être ton cas? C'est quoi les critères que tu donnerais à quelqu'un pour justement valider ou non, la qualité, la légitimité, la crédibilité d'une offre?
Ouais, bah, c'est, justement, est-ce qu'il a des cas clients? De voir un peu les témoignages, les études de cas, de ce qui se passe. Bon, alors, en l'occurrence, à ce moment-là, c'était le cas, dans le marketing de réseau. En tout cas, les gens avaient du résultat. Mais donc c'est aussi, des fondamentaux, de la boîte. C'est où la boîte est basée, tu vois? Est-ce qu'il y a des rapports aussi peut-être sur le chiffre d'affaires, et compagnie qui est fait? Mais voilà, la réputation, j'ai envie de dire de manière générale de la personne. Si tu te fais démarcher par une personne ou voilà, elle a pas non plus trop de vitrine, de réseau et compagnie. Il y en a qui scamment et qui ont des grosses audiences et tout ça, mais ça finit par les rattraper. Donc, il y a des choses où on pourra pas tout contrôler et effectivement, tout le monde va peut-être prendre un scam à un moment donné, aura mis de l'argent au mauvais endroit, il a fait confiance à la mauvaise personne. Mais, effectivement, s'il y a un minimum de critères à regarder, c'est quelques études de cas, est-ce qu'il y a vraiment des témoignages? Est-ce que je peux limite prendre le numéro, de clients que vous avez accompagnés et qui sont satisfaits? Parce que si vraiment, tu sais que ton offre elle est bonne et qu'effectivement c'est pas un témoignage inventé que tu as mis en avant sur tes réseaux, tu auras aucun problème à envoyer le numéro de téléphone pour que ton prospect, qui a besoin juste de ça pour se convaincre, le fasse. Et moi, j'ai plein de prospects, par exemple, quand je close, pour l'offre de Brian, qui effectivement sont, comme ça, assez, frileux. Je leur partage moi, tu vois, même plus que ce qu'il en faudrait. Ils vont me demander un contact ou alors ils vont même pas me le demander, je vais le partager de moi-même. Moi, j'en partage pas un, j'en partage genre 25 des numéros. Tu regardes, la conv, je leur envoie d'un coup 25 contacts et je lui dis: «Fais-toi plaisir, contacte qui tu veux là-dedans, ou contacte-les tous» et tu vois, ça participe à rassurer et finalement à faire confiance et que la personne, démarre. Donc ouais, il y a un processus aussi de vente et quand je vois que la personne est trop frileuse, je lui Mmh. pitch pas le prix, je lui donne full confiance, je lui envoie des ressources, de la valeur, mais je sais que c'est vrai, que c'est pas inventé et derrière ça la rassure et logiquement au rendez-vous numéro 2, on peut actionner. Si c'est vraiment en tout cas sa volonté de d'aller de l'avant, si l'offre est bonne, elle va démarrer. C'est super pertinent et ça je trouve ça super intéressant pour quelqu'un qui justement, hésite. Là, il écoute ce podcast et en même temps, il vient de prendre un premier appel. S'il hésite vraiment, c'est peut-être hyper pertinent justement de demander des numéros et c'est même Mmh. pas d'aller contacter les gens, c'est voir à quel point la personne elle est frileuse ou pas. Elle met du temps à répondre pour envoyer des numéros. Ce que tu me dis là, c'est que globalement, toi, tu envoies direct le numéro, tu absolument pas peur que les anciens clients aient été contactés. Je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est un super critère de validation, notamment pour une offre, en ligne, Ouais, de se dire: «OK, bah, tu sais quoi? Prouve-moi que c'est vraiment une bonne offre. J'ai vu tes témoignages, envoie-moi les numéros et effectivement, je les contacterai clairement. pour voir si c'est vraiment bon», tu vois? Mais c'est un super critère de validation, c'est une bonne bille, je pense, pour, des gens qui connaissent pas. J'avais un deuxième point qui me questionnait. Du coup, tu travailles, avec des vendeurs, tu as des équipes, des gens que tu internalises et cetera. La majorité, j'imagine, ne sont pas forcément à Bali, puisque c'est un métier qui est plutôt en ligne, on prend les appels de vente en visio. Mais en même temps, tu me parlais au début de ce podcast des rencontres que tu faisais à Bali, des humains que tu rencontrais, de ton voisin. Comment est-ce que tu gères la dualité entre je suis dans le business en ligne, donc je rencontre pas forcément les humains avec qui je travaille et en même temps ce plaisir que tu as et peut-être ce besoin éventuellement de justement de rencontrer des vrais gens dans la vraie vie, de serrer des mains, de passer du temps avec des gens dans le réel. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que justement c'est 2 choses que tu considères comme très différentes? Ou est-ce que c'est la même chose pour toi? Et voilà, comment est-ce que tu gères cet aspect: «Je travaille avec des gens, mais ils sont pas vraiment là avec moi en physique». Comment ça se passe pour toi? Ouais, c'est vrai que le digital a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi vite ce fait de en fait, tu passes la journée en virtuel, derrière l'ordi et tu as pas Mmh. des relations très, directes, concrètes. Encore une fois, je pense que Bali, est propice aussi à ça. C'est OK. plus facile, ouais, tu prends moi je sors, je suis pieds nus en short, je prends mon scooter, je vais faire 5 minutes et je suis même pas en 1 minute, je suis en bord de mer avec mon scooter et donc tu as plein de cafés et cetera, où les gens bossent et sont là, où la salle de sport permet de sociabiliser aussi beaucoup, surtout que les salles à Bali sont immenses, tu as des zones recovery, bain froid, sauna et tout donc il y a cet aspect convivialité, il y a des restaurants sur place, les gens bossent sur place. Donc, je trouve que c'est quand même assez facile de, tu vois, discuter, rencontrer du monde, sur Bali. Mais à partir du moment où, voilà, tu vas sortir de chez toi évidemment
et faire les choses. Donc moi là, je sais que, il est 15:00, on a commencé à 15:00, chez moi. Jusqu'à ce soir, je suis à l'ordi, j'enchaîne, effectivement là, des appels, des visios et du taf. Donc oui, cet après-midi, ce soir, je vais pas sociabiliser. Bon, j'ai ma copine qui est là et ce soir, on va se poser tranquille quand même ensemble. Il y aura le moment de coupure. Mais ce matin, j'étais à la salle, je m'entraînais avec un ami. J'ai pris, ce matin 3 mois dans une nouvelle salle, et je fais beaucoup de salles ici à Bali. Ça me permet de faire des nouvelles rencontres. Je sais que justement, c'est une salle où je suis pas fan des personnes qui sont sur place. C'est très m'as-tu vu et tout ça. C'est Obsidian 2 pour ceux qui connaissent. C'est vraiment la salle, influenceur. Il y a des trépieds partout. C'est un champ de mine de trépieds. C'est tous les plus gros influenceurs mondiaux. Ils sont tous à cette salle-là. Mais il y a aussi des belles rencontres à faire. Il y a certains Français, youtubeurs, qui ont, des millions d'abonnés que je suis, qui y sont et je sais que, voilà, de pouvoir serrer une main, sympathiser avec ces personnes-là sur les 3 mois où je vais y être, ça me permettra derrière de connecter, peut-être ça deviendra des amis ou peut-être que je les inviterai sur mon podcast aussi ou donc je m'ouvre, au relationnel et pour la partie business, donc ça, c'est vraiment le côté perso, et il y a le pro, on va dire, au digital à côté. Mais pour éviter aussi d'avoir trop la barrière du le travail, c'est que digital. J'essaie, c'est vraiment l'objectif de cette année de proposer plus de choses en physique. Rien n'empêche de justement les compétences que j'ai aujourd'hui, je les propose beaucoup dans le digital, mais en fait, je peux communiquer, sur un groupe, sur une ad, sur quelque chose pour faire un événement en physique, networking, tel jour, telle heure, et je fais une conférence ou, un apport de valeur sur telle thématique et je suis sûr surtout Bali, il y a beaucoup d'entrepreneurs et ils sont demandeurs de ça. Je sais que je vais pouvoir, rencontrer pas mal de monde et apporter de la valeur aussi, dans ce que je fais, sous cette forme-là. Donc, c'est vite fait de se bloquer sur le digital à, du coup, on est que en digital. Mais en Mmh. fait, les possibilités, les opportunités, elles sont là et moi, je Mmh. commence à ressentir que, ça m'emmerde un peu d'être toujours derrière mon ordi. Donc, je vais faire en sorte là de faire plus d'événements physiques pour, pouvoir apporter de la valeur différemment. Mmh. C'est hyper intéressant parce que tu vois, justement, je t'ai posé la question parce que je pense que c'est un élément qui pose beaucoup de questions et sur lequel tu as probablement déjà été questionné par des gens qui sont externes à ce monde complètement digital. Je l'ai été, de mon côté et c'est vrai que je savais pas répondre parce que, bah, au final, effectivement, tes équipes, tu les rencontres pas toujours et cetera. Hem, Tu notamment rentré, en France, métropolitaine là, pour les fêtes. Hem Ça t'a fait quoi de rentrer en France? Est-ce que justement tu en as profité pour, je crois que tu étais à un mastermind, il me semble. Hem, Est-ce que tu saurais me raconter un petit peu ce que ça t'a fait de rentrer en France déjà? Et de du coup revoir des gens du monde entrepreneurial, français métropolitain? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vrai que je suis resté 1 an sur Bali sans rentrer en France et j'appréhendais en vrai beaucoup de rentrer en France, ne serait-ce qu'un mois et c'était pour en plus un contexte quand même de fête de famille, Noël, Nouvel An et tout ça. Mais, c'est vrai que j'appréhendais beaucoup parce que je savais pourquoi je l'avais quitté et j'avais justement, passé un cap, enfin, tu vois? J'avais vraiment mis ça derrière moi. J'ai fait 1 an à Bali, c'était génial. Hem et donc j'appréhendais, mais en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, bah, évidemment d'être auprès de la famille. Ça m'a fait du bien, d'avoir aussi un peu le côté saison, hivernale, respirer l'air frais le matin, et cetera, chose qu'on n'a pas à Bali. De retrouver en fait cette saison qu'il y a pas, c'est vraiment la même chose toute l'année à Bali. Hem, mais après ouais, ça a été hard dans le sens où, 1 semaine après que je sois rentré, je suis parti sur un mastermind à Paris. Je me suis retrouvé dans le métro, parisien et donc ça a fait vraiment un changement de décor. Mais j'ai réussi à en tirer le bon. Ça m'a permis de redevenir en gratitude, tu vois, de ce que j'ai pu accomplir aussi et de m'être donné les moyens de sortir. J'avais vraiment cette prise de recul quand j'étais dans le métro, je regardais les gens et je me sentais vraiment, tu vois, je suis plus parmi eux, tu vois? Et du coup, je respectais le processus de chacun évidemment et j'essayais de m'imaginer, chaque personne, l'histoire qu'elle a et peut-être qu'elle est en train de bosser pour, nourrir aussi ses propres, rêves, projets et tout ça. Mais du coup, ça aide aussi à réaliser, ça aide à revenir aussi un peu en gratitude de ce que tu as pu déjà accomplir parce qu'on est souvent et vite tout le temps en frustration, on veut toujours plus, on veut toujours mieux et donc moi ça m'a quand même aidé, on va dire à ça. Donc voilà globalement, ça m'a fait du bien pour ça et j'en profite encore plus là en revenant, de revoir,
heu, ma belle villa, sur Bali en bord de mer et le climat, la densité de la végétation, c'est un régal là depuis que je suis rentré. Donc je suis très content aussi d'y repartir, hein, attention. C'était sympa un mois dans le contexte familial, Noël et tout, mais au final, ça m'a fait plus de bien, qu'autre chose, tu vois? C'est hyper intéressant. J'ai un insight qui va venir après. J'ai peut-être tort, mais il peut être sympa. Mais tout d'abord, ce que je trouve hyper sympa, c'est que du coup, à contrario de dire, «Ah putain, fichier, je retourne en France», j'avais décidé de partir, j'avais décidé que je revenais pas et j'étais bien à Bali. Tu en as profité pour justement avoir une certaine gratitude sur ce que toi tu as à Bali, en disant: «OK, Ouais, bah, j'ai quitté cette vie-là et là je la revois et je suis vraiment certain de mon choix». Ça, c'est, je pense que c'est un sentiment que beaucoup de gens, aimeraient ressentir ouais, un jour. L'insight que j'ai, ça me fait penser à cette période dont tu parlais, de promoteur pour les boîtes de nuit. Où c'est pas du tout ton truc et tu prenais du recul et le soir quand il était 00:00, 1 heure, tu regardais les gens, tu étais là: «J'ai pas envie d'être là» et cetera. J'ai cette sensation que c'est un peu la même chose dans le métro, et d'ailleurs c'est une sensation que j'ai déjà ressentie moi-même et c'est pour ça que j'ai réagi, cet insight. Est-ce que tu t'es toujours senti un peu pas en désaccord, mais un peu différent de la masse? Dans le sens où tu vois cette prise du recul sur: «Je regarde tout le monde et je me sens pas du tout comme eux», que ce soit dans les boîtes de nuit, que ce soit dans le métro, que ce soit dans les différents jobs que tu as eus. Est-ce que c'est un sentiment que tu as toujours un peu traversé? Et est-ce que, justement aujourd'hui c'est quelque chose que tu as non seulement identifié, mais du coup que tu vis au quotidien? Tu te dis: «OK, ça y est, je suis vraiment pas comme tout le monde et je suis trop content de l'être». ouais, c'est une super question parce que en vrai, ouais, tu mets le doigt sur le cœur de quelque chose qui m'a suivi des années et je sens que je suis en train d'en sortir petit à petit, peut-être avec un peu plus de maturité, de recul, de tolérance. Vraiment le mot, c'est tolérance parce que j'étais souvent assez dur, dans ma vision vers les gens parce que je ne comprenais pas, et ça me rongeait de pas comprendre. Pourquoi les gens n'étaient pas comme moi, de vouloir plus, enfin, pas de vouloir plus encore une fois d'un point de vue, avoir des diamants, tu vois, dans les yeux et cetera. C'est pas pour gagner plus et tout, parce que je pense et j'espère qu'à travers ce podcast, je mets en avant que c'est pas, qu'une soif de gagner plus d'argent. C'est vraiment de pouvoir s'élever dans sa vie, grandir, être fier, de ce que tu deviens, de suivre aussi, ce qui nous anime et quand tu regardes derrière toi, tu es fier du chemin parcouru et cetera. Et moi, j'ai toujours eu du coup cette soif-là et ça m'a toujours rongé de voir des gens qui restent dans leur, comme je l'ai dit tout à l'heure et au début, dans une situation où ça leur plaît pas et pourtant ils y restent. Et ils se plaignent, mais ils changent rien. Ou alors, ils sont dans une situation où, c'est la même s'ils se sentent bien, c'est la même pendant des années. Moi, la routine, ça me tue. J'ai du mal à sentir que, encore une fois, j'ai besoin que quand je regarde derrière moi, je suis fier, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai passé des steps. Me dire moi, ben voilà, moi ça fait 10 ans que je fais la même chose, j'ai le même taf. On me dit de tous les jours je peins un mur. Un coup c'est dans un hôtel, un coup c'est dans une maison de particulier. Je néglige pas les peintres, tu vois? Et c'est un super métier. J'ai la majorité de ma famille, je suis de famille portugaise, ils sont peintres, ils sont de tous les corps de métier, du bâtiment. Mais j'arrive pas à comprendre quelqu'un qui, va rester aussi longtemps, tu vois? Et je le respecte, mais, je le comprends pas. Et c'était la même chose justement dans le côté un peu plus sportif. Moi qui ai toujours voulu aussi prendre soin de moi, faire du sport, quand je me regarde dans le miroir, j'ai envie de me plaire, tu vois? C'est aussi ce qui te permet d'avoir confiance en toi, et encore une fois, c'est une notion un peu de performance, de progression, de sentir que tu as un physique qui évolue, c'est gratifiant. Je comprenais pas les gens et j'avais du mal dans la tolérance de gens qui se laissaient aller, qui, et je me disais: «Mais putain, mais quand ils se regardent dans le miroir, ils se sentent pas bien, tu vois? Ils ont des complexes, et pour autant, pourquoi ils changent pas? Pourquoi ils régulent pas leur alimentation? Pourquoi ils vont pas faire du sport?» J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Et donc oui, je me suis toujours senti différent, de beaucoup de gens là-dessus. Mais aujourd'hui, j'ai de la tolérance, beaucoup plus et je comprends que chacun, encore une fois, a son parcours. Chacun n'a pas forcément cette, vocation ou ce feu en eux et que, bah, c'est encore une fois, chacun est fait différemment et que nous, on a peut-être ce feu-là, mais d'autres l'auront pas et en attendant, ils auront ce feu peut-être sur d'autres choses, des passionnés de, tu vois, de littérature, d'art et de certaines choses auxquelles je suis peut-être pas moi sensible. Ils ont peut-être une bien meilleure culture générale, très certainement et qu'en fait, tu vois, ils vont entre guillemets «me battre» sur d'autres aspects et eux vont peut-être pas comprendre que je m'intéresse pas à ces thématiques-là donc en soi aujourd'hui j'arrive à prendre le recul mais ça a été compliqué pendant des années.
C'est exactement ce que je me suis dit, c'est pour ça que j'avais cet insight. Hem, ça me fait penser à un autre personnage public qui, avait très peu de tolérance aussi pour ce fonctionnement-là, qui s'appelait Jacques Brel et qui Ah, disait: «La bêtise, c'est de la paresse, c'est se lever le matin et se dire: "Ça me suffit"». C'est ne pas se dire: «Je ne mmh, sais pas assez de choses, je ne fais pas assez de choses». Et je trouve que ça illustre hyper bien, justement ce que tu m'expliques. C'est cette espèce de frustration, voir des gens se complaire dans cette phrase: «Le ça me suffit» comment dire? Pas le juste: «Ça me suffit, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai déjà». C'est plus: «Ça me suffit, j'ai pas envie d'apprendre plus de choses, j'ai pas envie de me développer, j'ai pas envie de changer, en fait, parce que je suis très bien comme ça». Hem et du coup, cette intolérance-là, je pense qu'on l'a tous un peu ressentie un jour quand on est dans cette idée que nous, on peut se développer. Heu, mais c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ce message-là, tu vois? Et c'est pour ça que je voulais te lancer dessus, c'est parce que je pense que, heu, on est un peu tous très différents, mais parfois on se complaît dans une espèce de masse et on l'oublie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que toi, pour le coup, tu t'y es jamais complu parce que ça te repoussait, parce que c'était pas ton truc, tu vois? D'être là-dedans. Hem Et autre point intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a pas d'âge pour se rendre compte de ça, tu vois? Genre, toi, tu t'en es rendu compte très, très tôt. Très jeune, tu t'es dit: «OK, je veux pas être dans la masse et je me sens pas du tout comme, tout le monde et du coup, ça me frustre quand les gens, suivent le mouvement», tu vois? Mais il y a des gens qui vont se rendre compte de ça à 40 ans, tu vois? Et je trouve que c'est pertinent aussi de se dire qu'il y a pas d'âge, que c'est pas pressé et c'est pas obligatoire non plus. Il y a pas de loi universelle là-dessus, mais je trouve ça intéressant, en tout cas d'analyser ça. Hem et maintenant que justement tu t'es rendu compte de ça, que tu es plus tolérant, que, tu es plus mature dans ta manière d'aborder ces sujets-là, hem, parlons un peu de justement toi et de ton avenir. Tu parlais notamment de ton année 2026, tu parlais aussi de potentiellement tes projets de famille à plus long terme. Hem Comment est-ce que tu vois l'avenir, et surtout comment tu l'abordes? Est-ce que tu l'abordes au jour le jour? Est-ce que tu as déjà des plans? Est-ce que, tu travailles plus en mode, «J'ai une vision de manière générale et j'essaie de la suivre au mieux»? Comment est-ce que toi mmh. tu vois ça justement? Ouais, je me mets pas de plan précis parce que justement, depuis mes 19-20 ans là sur ce parcours, en fait, tous les 4-6 mois, il se passe des choses, que j'aurais jamais pu prédire avant. Donc j'arrête maintenant de me mettre des plans et j'accueille, on va dire, aussi, les différentes possibilités. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, là, effectivement, aujourd'hui, l'ambition, le projet, c'est, de pousser le modèle agent, signer plus de clients, avoir plus d'impact dans ce que je propose aujourd'hui. Mais à tous les coups, ce sera peut-être complètement différent l'année prochaine. Donc j'aime pas ces trucs de me projeter, alors peut-être ça montre aussi que je suis pas si animé par mon projet. Il y en a qui vont aller, voir ça sur 3 ans, 5 ans, on fera tant de chiffre d'affaires et tout. J'ai une vision et vraiment une j'ai envie de porter vraiment mon business aujourd'hui, assez loin. Mais vu qu'il repose aussi sur beaucoup tu vois, de comment dire? D'éléments digitaux qui bougent vite, fort. Aujourd'hui avec l'IA et plein de choses, je sais qu'il va falloir tout le temps se renouveler. Le business en ligne, il faut le dire, c'est dur parce qu'il faut tout le temps être à la page, il faut toujours se renouveler et donc je sais que les process que j'ai aujourd'hui, la structure que j'ai aujourd'hui, peut-être qu'elle sera, un peu dépassée déjà dans 6 mois et qu'il faudra que je me réajuste. Donc je veux pas, mais quoi qu'il en soit, je veux rester dans ce domaine-là. Je veux apporter, le plus possible aux entreprises. Ce qui me plaît, ce qui m'anime, c'est, vraiment d'accompagner des personnes, tu vois, à grandir parce que ça a été toujours mon moteur et donc ça passe aujourd'hui par des entreprises dans, l'évolution de leur chiffre d'affaires et sur des enjeux internes au développement de leur chiffre d'affaires. Mais, je kifferais pouvoir accompagner des personnes dans leurs enjeux perso. Il y a de plus en plus de personnes, de proches et tout ça ou pas, qui, m'envoient des messages sur Insta pour me demander des questions sur l'expatriation, sur la fiscalité. Aujourd'hui, mine de rien, sans prétention, je maîtrise beaucoup l'investissement parce que j'ai commencé à me former beaucoup sur l'investissement, pas que IMO, mais du coup bourse, crypto. J'investis depuis des années et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un beau recul pour m'être fait scammer dans plusieurs choses parce que je t'en ai parlé d'un, mais à titre perso, sans avoir embarqué d'autres personnes, j'ai fait des investissements et des placements de merde, mais j'en ai aussi qui ont bien réussi et aujourd'hui, je pense que j'ai un beau recul là-dessus. Donc voilà, d'accompagner les personnes à titre perso aussi, ça me ferait, kiffer dans leurs projets, justement d'expatriation. S'ils se reconnaissent, tu vois, dans le parcours et qu'ils ont, ils aspirent aux mêmes choses,
de les conseiller, sur la fiscalité internationale, sur, leur montage de société, sur où, se baser, sur, où investir leur argent et justement derrière aussi comment acquérir des clients, faire du chiffre avec leur business et tout. Je pense pouvoir apporter aujourd'hui quand même pas mal et donc ça me ferait kiffer à voir comment les choses, évolueront de ce côté-là. Pour l'instant, c'est auprès des entreprises, mes offres sont alignées, envers ça. Donc, on verra jusqu'où je peux pousser, ce projet, business, entrepreneurial, cette année. Mais après, à Mmh. titre perso, effectivement, pour l'instant, je me vois sur Bali encore, cette année. J'aimerais bien rentrer cet été, parce que 1 an sans voir la famille, ça fait quand même long, surtout pour ma copine qui est très proche de sa famille et cetera. Donc, peut-être rentrer un peu en août. À Biarritz, on n'est quand même pas à plaindre, en plein mois d'août. Donc, ça peut être sympa de couper l'année, en 2. Mais, en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires, des projets, parce qu'aujourd'hui je porte aussi beaucoup, pour 2, parce que ma copine se cherche beaucoup d'un point de vue, entrepreneurial. C'est justement pas facile pour tout le monde. Elle, elle a quitté le salariat pour me suivre et du coup venir avec moi sur Bali, parce qu'elle voyait que c'était important pour moi et que moi dès que je suis en France, je tourne en rond, je suis aigri, je suis nerveux. Donc, elle m'a suivi, mais c'est pas évident non plus pour elle. Et donc en fonction de comment les choses évoluent, de qu'elle trouve bien sa place aussi, voir si ça lui plaît d'être là, si elle trouve de quoi s'épanouir et de l'évolution de mon business, de plein de choses. On verra aussi encore une fois pour, trouver une autre destination. Peut-être plus proche et plus pour découvrir parce que j'ai envie de découvrir le monde, le but, c'est aussi de kiffer quand on veut avancer. Moi, j'ai envie de cocher des choses sur ma liste. J'ai envie de faire des expériences de fou. J'ai envie d'aller monter, les plus grosses montagnes du monde, j'ai envie de faire des défis aussi comme ça un peu sportifs, personnels et il faudra réussir encore une fois à trouver l'équilibre, de ce côté-là pour, pouvoir le faire donc là, je suis focus business en structurant, en pensant, chef d'entreprise. Je veux mettre les bons process, les bonnes personnes au bon endroit et on verra derrière, si je peux prendre un peu plus de kiff aussi et penser un peu plus perso, voyage et expérience. Ça me fait remonter plusieurs questions. Je vais essayer de conclure sur le perso après et du coup te lancer sur une dernière. Vraiment, à titre, pro, hem, est-ce que tu te vois sur un seul projet à vie et est-ce que tu te vois toujours dans le digital à vie? Ou est-ce que au contraire, un jour lancer un enfin, j'imagine que peut-être que tu te fermes pas de porte en particulier, mais, hem, est-ce que tu arrives à te dire: «Je vais faire une seule activité et rester dedans» ou au contraire, est-ce que tu as envie de tester plein de choses? Et est-ce que tu as envie de rester dans le monde digital ou est-ce qu'au contraire, tu serais attiré un jour par, quelque chose de plus physique où justement tu as des équipes, un siège et cetera? Comment est-ce que tu vois, cet avenir-là d'un point de vue pro? Ouais, intéressant, j'ai découvert récemment parce qu'elle est sur Bali aussi, je la voyais déjà passer un peu sur les réseaux, mais je m'étais jamais renseigné, plus en détail que ça sur ce qu'elle fait. Je sais pas si tu connais, elle s'appelle Solène et elle avait une offre qui a bien cartonné, où, c'est tu sais, un peu tout l'univers multipotentiel, Mmh mh. le fait que de déculpabiliser les gens sur le fait qu'ils sont peut-être passionnés de plein de choses Mmh. et dans un monde où aujourd'hui on dit: il faut être sur un domaine», alors que toi, en fait, tout t'intéresse, tout t'attire, c'est, tout de suite, tu vas pas te sentir bien et moi, je me suis beaucoup reconnu au final là-dedans parce que oui, j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent, j'ai beaucoup de choses qui m'attirent, mais j'ai tendance souvent à mettre le focus et je suis très, compétiteur dans ce que je fais, j'ai envie d'être le meilleur et cetera. Je suis passionné d'échecs, je fais des échecs des heures pas possibles chaque jour depuis des années. Je tu vois, je vais être passionné de plein de choses, je kiffe. Le piano quand je m'y mets, tant que je maîtrise pas, Chopin, j'arrête pas et donc vraiment, des fois c'est maladif et c'est compliqué. Donc non, encore une fois, je m'arrête pas à un projet en particulier. J'ai besoin d'être animé, stimulé dans ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai envie de porter le modèle actuel parce que je sens que tout est aligné, que ça a du sens, que je suis bon là-dedans, j'apporte une vraie plus-value, une vraie différence. Mais encore une fois, demain, peut-être que les choses seront différentes. Et du coup, cette question de digital vs physique, hem, je trouve que le digital a quand même justement beaucoup, beaucoup d'avantages, tu as des meilleures marges, c'est quand même plus facile, à développer. Ça te permet comme ça d'avoir cette liberté géographique et du coup, pour moi, aujourd'hui, ça a pas de prix. Mais, comme, je l'ai dit, on l'a dit tout à l'heure, voilà, il y a aussi des limites au digital sur le fait que, il y a moins les relations, il y a moins de la confiance justement, si on passe dans une ère de confiance, beh, elle est de moins en moins là avec l'IA, avec, plein de deepfakes, avec, des gens qui passent leur temps à voilà, faire du closing, partout sur toutes les offres. Donc
Donc, j'ai envie en tout cas de faire quelque chose en physique, ça me plairait, mais pas forcément en mode bureau, équipe et tout ça. Je pense que ça va vite me saouler et ça va être trop de galères et compagnie. Mais du coup, plus sous forme d'événements, de rassemblements. Moi, j'adorerais faire des tu vois, voilà, de un peu partout dans le monde, ces principes un peu de co-living où, tu loues une grosse villa et il y a une thématique. Moi, j'aime bien organiser des choses précises pour les gens. Si les gens viennent sur Bali, moi, j'aime bien leur faire limite un planning, aux petits oignons, tous les beaux coins que moi j'ai découverts, que je kiffe. J'aime mettre bien les gens là-dessus. C'est ce que j'ai fait avec ma famille. Ils se sont régalés sur leurs semaines de vacances quand ils sont venus et du coup, j'aimerais bien faire un truc un peu du même style entrepreneur Mmh. avec, chaque jour une thématique et du coup, d'avoir le côté un peu plus physique. Je vais les aider, foire aux questions sur des thématiques business ou, formation sur, vraiment quelque chose de thématique sur le pôle sales. Ça me ferait plaisir de proposer un peu plus de conférences, de mastermind moi-même pour avoir le côté relationnel, physique, mais en gardant une majorité de digital quand même à côté. Super intéressant, je te mettrai en relation avec, Noé Perret, pour le coup, qui a si un jour le projet t'intéresse vraiment, qui avait fait ça exactement en France. Il avait genre, 10 ou 15 co-living un peu partout en Ouais, France avec que des entrepreneurs. Voilà, il était très connu pour ça. OK. Hem Qu'est-ce que je voulais dire? Hyper intéressant et je pense que ça pourra conclure un peu ça et peut-être aussi que, tu vois, cette partie business physique avec un siège et cetera, peut-être que, là, aujourd'hui, c'est un truc qui t'attire pas du tout. Peut-être que dans 10 ans, ce sera le cas et Ouais, je c'est pense ça. que c'est important aussi de se dire que, pour toute personne qui nous regarde et qui se dit aujourd'hui: «Bah, mes acquis, c'est ça», peut-être que dans 10 ans, pas du tout, quoi. Donc voilà, il y a aussi cette question-là. Hem, Ouais. Peut-être petite dernière question, hem d'un point de vue perso, tu parlais notamment de ta copine tout à l'heure. Hem, Comment est-ce qu'elle gère justement ce côté? Parce que tu vois, tu en parles beaucoup et je le comprends. Ce côté obsessionnel que tu peux avoir quand tu es dans un business, tu parlais notamment du fait que tu as une vie justement qui est pas forcément la plus équilibrée actuellement parce que, bah, tu es vraiment à fond dans tes projets et que tu aimes ça. Hem, Comment est-ce qu'elle gère et comment est-ce que toi tu gères, pour que justement ça tienne? Parce que ça fait quand même 9 ans, tu parles d'une relation de 9 ans, c'est relativement rare, aujourd'hui, à l'époque actuelle, ça devient de plus en plus rare en tout cas. Comment est-ce que vous gérez ensemble, entre guillemets, j'ai envie de dire «ton caractère», mais de manière générale ton activité et ton quotidien? Comment est-ce que ça se gère? Bah, je pense sur beaucoup de compréhension du coup et d'amour de son côté parce que, j'ai justement beaucoup de chance de ce côté-là, elle est très compréhensive et elle respecte, tu vois, totalement ça. Et justement, la pauvre, voilà, ça a pas été facile tout le temps et tous les jours, et au contraire, il y a eu plein d'épreuves. Depuis, du coup 9 ans qu'on est ensemble, comme j'ai dit, il y a eu toutes ces épreuves, Ibiza, qui est pas le plus facile pour avoir confiance aussi en couple, tu vois? Quand tu pars 2 mois en saison d'Ibiza, tous les soirs, et cetera et elle était en France. Hem, le Maroc, dès mes 19-20 ans, je suis parti au Maroc, je savais même pas quand est-ce que j'allais revenir, donc il y a eu toujours ça et c'est vrai que, je suis pas le meilleur, copain, de ce côté-là, vraiment parce que j'ai beaucoup priorisé mes projets, mais c'est trop important pour moi et du coup, si malheureusement, ma compagne le comprend pas, ça peut pas matcher et peut-être parce que justement aujourd'hui, jusqu'à maintenant, le focus était, trop à ma carrière pro, à me développer, à m'établir, à construire, la personne que je veux être pour derrière aussi pouvoir mettre vraiment un focus concret, au couple, à la famille et plein de choses et à savoir aussi ce que je veux et dans une relation. Mais du coup, la relation que j'ai aujourd'hui, elle m'a énormément nourri, elle m'a fait énormément changer sur le plan perso, elle m'aide beaucoup. Justement, elle m'équilibre aussi énormément, c'est ce qui me permet d'avoir ce focus dans le travail et compagnie. Donc, j'essaie de l'équilibrer au mieux. Je pense que je reste, tu vois, quelqu'un de vrai, je l'aime vraiment, je suis authentique avec elle, on passe de super bons moments aussi. Dès que j'arrive à couper, dès qu'il y a des moments off où j'arrive à poser le cerveau, c'est rare, mais c'est là où je suis le plus moi et je sais que c'est, évidemment ça, qu'elle aime, le plus et sur lequel on passe les meilleurs moments donc ouais, je dirais, beaucoup de patience vraiment, et de tolérance de son côté et je l'en remercie beaucoup parce qu'aujourd'hui, du coup, on a quand même un beau couple, on a des belles histoires et c'est aussi ce qui nous renforce au fur et à mesure des années, mine de rien. On est ensemble depuis le lycée, donc évidemment qu'il y a eu plein d'enjeux et de challenges, mais c'est ce qui nous renforce aussi étape par étape
c'est ce qui fait que c'est de plus en plus beau à raconter, au fur et à mesure, de ce qu'on vit et de ce qui est en train de petit à petit se stabiliser parce qu'on commence quand même à construire une situation, les finances sont là, les projets, entrepreneuriaux quand même sont plus en place, en tout cas de mon côté et donc entrepreneurial et donc ça tourne déjà un petit peu mieux. Trop bien. Je trouve ça pas mal pour conclure du coup, comme, comme conclusion de manière générale pour, résumer un peu ce que j'en ai perçu, c'est que c'est un parcours qui est pas du tout linéaire et il y en a aucun qui l'est, mais, c'est intéressant d'en voir un autre, et qui justement amène à une certaine maturité. Ce qui est hyper intéressant, c'est que je sais pas si on peut parler de chance ou si on peut parler juste d'un très bon choix dès le début, mais dans tous les cas, bah, tu es très rapidement tombé sur une partenaire en plus de ça qui non seulement a accepté, ses hauts et ses bas, mais qui en plus de ça t'a accompagné à les traverser et à aujourd'hui avoir une certaine forme de maturité. C'est hyper intéressant. Mmh. Hem et ce que j'aimerais peut-être, te poser comme dernière question avant d'arriver à la fin, hem c'est du coup, comment est-ce que tu ça se choisit? Comment est-ce que ça se construit? Hem, Est-ce que tu as eu de la chance? Est-ce que au contraire, tu as vu ça en elle dès le début? Comment est-ce que ça s'est construit cette partie-là? Ouais, je pense qu'il y a évidemment une grosse part de chance parce qu'on le voit bien, la majorité, des personnes, galèrent, à trouver aussi le bon partenaire qui réunit un peu tous les points. Je vois à quel point c'est compliqué que ça puisse, matcher sur un peu tous les points. Donc c'est vraiment l'enjeu d'une vie de trouver son partenaire, de vie et justement le business, passe, au deuxième plan, hein, clairement, en général, par rapport à cette quête. Donc ce qui fait que moi je peux avoir autant de focus aussi et autres, c'est parce que j'ai déjà ce pilier-là, de au premier abord. Donc donc oui, je pense une grosse part de chance. Mais de l'autre côté, ouais, je pense que j'ai pu déceler quand même aussi. Je suis pas allé, vers, la personne, la plus, hem, populaire, ci et ça ou tu vois? Ou un désir, physique et compagnie à ce moment-là. C'était, une personne justement, plus originale, dans, sa façon de s'habiller, d'être, tu vois? Au quotidien et j'ai senti en fait justement moi qui me sentais différent, je sentais une vraie différence, tu vois? De son côté, et chez elle Mmh. et je pense que c'est ce qui a fait derrière que ça a matché et que c'était la bonne personne, quoi. Donc C'est hyper il y en a intéressant beaucoup parce que qui du courent coup, après, ouais, il y en a beaucoup qui courent après comment dire? La vitrine et compagnie et en fait, c'est toujours des déceptions derrière quand tu creuses un peu et que tu regardes ce qu'il y a derrière la carapace. Donc moi je pense que je suis allé à l'inverse, dès le début, et ça a plutôt bien fonctionné, quoi. c'est hyper intéressant parce que du coup, tu es allé vers la différence et c'est justement ce que les gens font pas. Alors que: «Ah, elle est différente, du coup, c'est pas forcément fait pour moi». Alors que si justement tu l'es et que tu veux une vie différente, sur un peu tous les plans, bah, justement, c'est ce qu'il faut rechercher. Quelqu'un qui comprend la différence, en général, c'est quelqu'un qui la vit et qui voilà, qui est lui-même ou elle-même, dans cette position-là. En tout cas, super intéressant. Hem On arrive à la fin de ce podcast. Je pose toujours 2 questions. Il y en a une qui est très courte, mais qui est pas forcément la plus simple et une deuxième après, qui est standard et à chaque fois j'ai des réponses différentes. La première, c'est, afin de faire grandir ce podcast, ce que j'aime faire, c'est un peu, le saumon qui remonte la rivière. Parmi toutes les personnes que tu as soit en contact, soit en inspiration ou les 2, le mieux c'est les 2, qui pourraient apporter pas juste de la notoriété, mais surtout, de la valeur et de la profondeur sur des sujets sur lesquels ils ne parlent pas forcément. Donc des gens qui parlent par exemple beaucoup, beaucoup de business, tu vois? De trucs très, concrets ou au contraire qui sont trop dev perso, trop abstraits, et que tu aimerais entendre sur des sujets qui justement collent un peu dans l'entre-deux. Hem, Est-ce que tu aurais une ou plusieurs personnes en tête que tu aimerais entendre sur ces sujets-là et qui pourraient être vraiment intéressants à inviter pour le podcast? Mmh, bah, en tout cas, dans la thématique de ce que dont on a discuté aujourd'hui et pour pouvoir avoir un parce que moi, j'ai donné un peu, on va dire l'avis de et la vision de quelqu'un qui a pas encore fait, beaucoup d'argent. Mmh. J'en ai fait à mon échelle et c'est peut-être beaucoup déjà pour certains, hein, mais j'ai pas fait des gros niveaux de chiffre d'affaires dans l'entrepreneuriat et cetera
et j'arrive à avoir ce recul, mais plus moi par mon expérience, les échecs, le chaos un peu qu'il y a eu et cette maturité qui en a été tirée et surtout j'ai côtoyé justement beaucoup du coup, d'entrepreneurs déjà millionnaires. J'ai bossé avec eux et compagnie, donc j'ai vu aussi comment était leur vie, j'ai vu quels étaient leurs enjeux, leurs challenges et j'apprends aussi beaucoup d'eux. Mais du coup, je pense que ça peut être intéressant, que tu aies Brian par exemple qui, a ce recul aujourd'hui de plus en plus. Mais tout en ayant lui-même déjà vécu ce que c'est d'avoir aujourd'hui de l'argent, de ne plus avoir besoin de compter, d'avoir déjà une grosse, grosse forme de liberté financière et tu vois, là, il est en ce moment même, on est en train de faire un switch, où il stabilise beaucoup plus son activité pour justement aller, vers quelque chose, qui lui parle plus, notamment, un projet de chaîne YouTube, beaucoup plus sur de l'expérimentation, des challenges, et cetera, qu'il va vivre, lui-même, reliés au sport et cetera. Donc, ça peut être intéressant que tu vois que tu aies, son parcours et que tu puisses voir quelqu'un qui a été très focus pendant des années sur la partie business, entrepreneuriat. Il a fait franchement du beau chiffre, dans le business en ligne et pour autant qui a, un côté, beaucoup plus simple, de l'autre côté, où il veut des choses aussi très authentiques, et vivre des choses. Il a toujours été, animé, stimulé par un projet, qui lui tient à cœur. Donc, ouais, je pense que ce serait la bonne personne, pour Trop venir bien, compléter un petit peu ma vision avec, une autre, échelle et une autre histoire, quoi. génial. Bah, écoute, parfait. Je je te demanderai un peu les recos après, mais nickel. Je t'enverrai Hem, son numéro avec plaisir. Trop cool, merci beaucoup. Hem, 2e question qui va te faire un peu plus réfléchir, du coup, je te laisse un peu le temps si tu as besoin d'y répondre. Hem, Si, on supprimait tous les contenus, toutes les traces, heu, tous les échanges, tout ce que tu as pu vivre et laisser, là, derrière toi et que tu avais juste 60 secondes pour résumer, hem, ce que tu as envie de laisser derrière toi, et notamment derrière ce podcast, ce serait quoi? Ouais, c'est compliqué, ouais. Redis-moi si tu enlèves tous les contenus et cetera, donc enfin, en gros, tout ce que moi j'ai partagé jusqu'à présent, tu veux dire? Tout ce Si on que j'ai pu retire, communiquer? vraiment toute trace de toi sur terre globalement, qu'est-ce que tu Mmh. as envie de laisser comme message, au monde en 60 secondes? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme image au monde? Ou message, enfin des mots, tu vois, que tu partages? Bah, je pense que à travers toutes les générations, il y aura et il y a des personnes, qui tu vois justement, auront la volonté de enfin, courent après, quelque chose, ont un moteur, veulent avancer, évoluer, veulent aller chercher, un certain but qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Cette volonté de grandir et de vivre une vie la plus, riche possible. Trop bien. Merci beaucoup Rémi pour, ton temps, pour ce podcast, c'était hyper plaisant. Et puis, à charge de revanche et de recours en tout cas merci beaucoup.